If it's more love at first sight, I want a Sunday kind of love. Mon père, ce héros. Et si l'on restait pour toujours cet enfant en quête de reconnaissance? Ouais. Jean-Pierre Foucault a animé certaines des émissions les plus cultes de la radio et de la télévision française. Mais derrière son sourire à toute épreuve se cache une profonde blessure, la disparition tragique de son père qu'il admirait tant. C'est pour ça que j'ai commencé à faire le clown. Pour éviter qu'on me pose la sempiternelle question « Pourquoi ton père s'est fait descendre dans la rue ?» C'était ça sans arrêt. Et j'en avais assez. Et en fait, il m'a aidé à faire mon métier. La chanteuse Angoune est l'inoubliable interprète de La Neige au Sahara. Alors qu'elle est déjà une star en Indonésie, elle décide de tout quitter pour continuer à briller dans les yeux de son père. Mon père disait, tu sais, ici tu es peut-être quelqu'un, mais derrière l'océan, il y a tout un monde. Tu es personne là-bas. En plein succès. C'est dingue. Arnaud de Samer est l'une des têtes d'affiche de l'humour. Pourtant, rien ne prédestinait ce fils d'un général à monter sur scène, bien au contraire. Artiste, ça n'existait pas. Mon père m'a rayonné. On fait des études supérieures, on va à la fac et on fait un vrai métier. Cette semaine, nos invités sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Le temps d'un dimanche à la campagne. Ben non, l'esprit couvertin. On dit je t'aime en indonésien. Aku cinta kamu. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu de la part de mes parents. Ben non, c'est trop compliqué à dire. Mais à cet instant, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Ah, c'est beau là. Waouh. Ah, j'entends quelqu'un. Oh, Jean-Pierre! Ah là là! Je suis content de te voir. Comment vas-tu? Ben ça va très bien tout ça. Mouah, mouah. Je suis content de te voir. Mais moi aussi. On ça fait une croisière trop ensemble, longtemps. donne-moi ton sac. Oh, merci. Ah, c'est pas possible, il y a de l'or, non? Oh oui. Là, tu Ça va? voyages... Il en manque un alors? Oui, Ou une? ou une. Où qui sont? J'entends des voix. Une indication, il a une t-shirt indication. Arnaud? Sa mère? Angoune? Oui! Incroyable! Jean-Pierre Foucault! C'est pas possible! Attends. Mais c'est pas Si on possible! m'avait- Ah, si on m'avait dit! Il y a Incroyable! toujours une première fois dans Alors attends, j'embrasse On Angoune. commence par Angoune, ouais. Bien sûr. Oh là là. Enchantée. On est un peu moite, hein? Ça va? Ben oui, je suis ravi. Alors c'est moi le responsable, donc... Oh, aïe, aïe, aïe. Je vais où, moi, Jean-Pierre? C'est toi le capitaine, c'est Ah ça? non, mais tu vas un peu où tu veux, tu te démerdes. Ok. Hein. Tu vas où tu veux, tu te démerdes. Toi, tu t'assois là. Le Je ton est m'assois donné. C'est bon? Ah oui, c'est On bien est bon. ça pour l'équilibre. Alors prenez les rames. Pour l'instant, tout va bien. Ah, On déborde, yes. et voilà. Je fais comme sur les gondoles à Venise. Je rame debout. Laisse les gondoles. Moi, je suis à bien, là. Venise. En Mais je principe, croyais que c'était toi qui... Pas du tout. Moi, il y je a me un laisse papillon porter, sur ma rame. et je suis très heureux comme ça. Ah, que ça fait du bien. Ah, c'est Allez. magnifique. Il n'y en a plus que pour 1 heure, 1 heure et demie. C'est loin l'Amérique, tais-toi et rame. Tu connais l'histoire. C'est ça. Ah, je vois le débarcadère. Terre! Terre. Allez, c'est reparti. Je dis pousse. Poussez. Ramez. Droit devant. Non, mais tu l'entends, la capitaine, là? Regarde. Hop. Ah bon Regarde. pas. This is my bag. Et ça, c'est le petit... Oh, c'est l'autre. Alors,
Nous avons un message. Bonjour à tous les trois. Je vous attends à la maison. Fred. Allons-y. Allons-y, Je suis allons-y. avec des détectives. Par là? Cool. Et Fred, pourquoi il était pas dans la barque? Lui, il arrive en hélicoptère. lui, Ouais, c'est ça, ouais, bah, forcément. Ouais, bien sûr. Et quand vous Wow. pensez qu'ils vont nous offrir la maison, vous nous l'offrez la maison. Vous avez tout deviné. Oh là 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 là. Un chien. Là, si. Salut, Bonjour, Fred. bienvenue. Merci beaucoup. Je suis très content. Salut. Merci d'être là. Plaisir. Tellement plaisir. Et moi aussi. En plus, c'est bien chauffé, donc il n'y a pas de problème. Venez vous installer. Ah, merci. Tu veux te mettre à côté de Jean-Pierre en ligne? Oh, je peux me mettre n'importe où. Jean-Pierre, je vous ai installé un petit ventilateur dans la grange. Très bien. D'accord. Ben là, je vois que vous avez le vôtre avec vous. Mais je suis très, très équipé. Jean-Pierre, il va pas aimer la définition, mais c'est un monument de la radio et de la télévision. Exact. Donc vous imaginez, pour quelqu'un comme moi, c'est quelqu'un de très inspirant. Évidemment, on l'associe à des émissions phares, il en a fait beaucoup. Il y a Sacrée Soirée, il y a Qui veut gagner des millions, où il a changé complètement, et on verra d'où ça vient cette idée, complètement la manière dont on fait des jeux à la télévision. Et puis c'est vrai qu'il a la chance, tous les ans, depuis 30 ans, de changer le destin d'une jeune fille, Ouais. et il lui annonce qu'elle va être Miss France. Votre destin à vous, il est incroyable parce que, à la fois, on parle de la télévision, mais les Français savent que vous êtes d'abord un homme de radio. Enfin, Ouais. c'est vraiment ça C'est qui ma vous a vie. fait rêver quand vous étiez gosse. Ouais. Vous avez passé beaucoup d'heures de votre vie à la radio et toujours de bonne humeur. Ouais. Et ça, quand vous étiez petit, vous aviez une idole à la radio qui était de bonne humeur. Je dis, moi, je vais faire ça plus tard, être de bonne humeur le matin. C'est ce que vous Il avez s'appelait fait. Georges Lourier. J'écoutais la radio à 7h. Moi, j'étais dans le potage et lui était de bonne humeur. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. Je veux être de bonne humeur dès 7h du matin. C'est joli. Et j'ai eu cette opportunité, cette chance incroyable que Radio Monte-Carlo, à l'époque, organise un concours. Oh, on va raconter la suite tout à Ah, l'heure, pardon. suspense. Moi, j'aime bien les suspens. Je veux que tout le monde ait envie de À savoir. vous, cognac G. J'ai fini. Ouais, là, on fait du teaser, Mais en tout cas, merci sincèrement d'être là. Je suis très, très Merci de heureux. m'avoir invité. En gros, vous êtes une artiste internationale. Alors souvent, c'est une formule un peu galvaudée. Alors dans votre cas, c'est plus que vrai. Il y a eu évidemment des tubes qu'on connaît en France. Il y a eu des tubes vendus. Il y a eu 1 million d'albums vendus partout dans le monde. Vous avez chanté et vous avez côtoyé Barack Obama, Bill Clinton. Vous avez chanté pour 3 papes. C'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est que vous aviez finalement de la notoriété en Indonésie dès l'âge de 9 ans. De 9 ans à 19 ans, vous étiez une superstar, vous chantiez dans des stades et un jour, vous décidez de tout arrêter pour redevenir une débutante ailleurs. Et ça s'est Exact. passé chez nous. Et vous nous direz pourquoi. Vous avez parlé de renaissance d'ailleurs. Renaissance Oui. nécessaire. Ok. Mais en tout cas, je suis très 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 content que vous soyez là. Et puis alors Arnaud, vous êtes humoriste, comédien, animateur aussi. Vous l'avez été, je pense à Canal+. Là aussi, c'est un destin particulier parce que on verra si vous avez rêvé de ça depuis toujours. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez t'avouer très tard. Oui, ça c'est certain, oui. D'accord. Et c'est vrai que les Français vous ont découvert à l'âge de 35 ans. Ouais. Vous êtes parti pour faire un métier sérieux. Et puis il y a eu comme un électrochoc qui a changé votre destin. Ah oui, clairement. Et on va parler de tout ça avec profondeur et légèreté. Et puis il y a une question essentielle que je me retourne, je ne sais pas pourquoi, vers Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, je voudrais savoir pourquoi vous êtes retourné vers moi. Parce qu'on va cuisiner nous-mêmes ce soir. Qu'est-ce qu'on va manger? Un loup avec des petites pommes de terre râpées, un loup au four. Le loup, c'est le bar de Méditerranée. Ok. Ouais, Je c'est trouve bien. que c'est très bon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. Si. Ah, voilà. Je vais faire une entrée puisqu'il fait chaud là, quelque chose de frais, des épinards, ensuite avocat avec des chairs de crabe. C'est magnifique. Ça vous Magnifique. Et alors moi, Tu manges. j'ai beaucoup de qualités, mais pas celle de cuisiner. En revanche, j'aide, je débarrasse, C'est bien. je fais la vaisselle, Bien. je fais tout ce que vous voulez. Ah bah c'est parfait. Moi, je veux savoir ce que vous attendez de ce week-end ensemble. Moi, j'ai reçu, je sais pas, des centaines et des centaines de vedettes. Et je ne les ai connues, pour la plupart d'entre elles, que l'espace de 10 minutes sur mon canapé, point final. Et les gens disent, tu as de la chance, tu connais beaucoup de monde. Non, je connais personne. Et là, Eh oui. cette Fort dans émission, votre bouche, hein. voilà. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais. fort dans votre bouche. Là, cette émission va permettre, nous, de mieux nous connaître, en tout cas, je l'espère, en tout cas. Ah, super, super. Ça va être touchant, je crois. Je crois qu'il y aura des révélations. Enfin, par exemple, toi, je te connais tellement en tant qu'homme de la télé, Ouais. mais je te connais pas. Et je Et, ne dirai rien. le problème, c'est que j'ai tellement fait pleurer d'artistes à la télévision Oui. que moi-même, je me protège, en quelque sorte. Mais là, je crains le pire aujourd'hui. Ouais. Enfin, ce week-end. Alors Mais le est-ce pire, qu'on non. va Le réussir? pire, non. Le meilleur. Le meilleur. On y va? Parfait, allez. Allez. On y va. Vous allez visiter vos chambres?
I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you could show me how to love. Maybe. Oula, bien, nous y voilà. Là. C'est magnifique. Non, c'est angoissant, Jean-Pierre. Qu'est-ce qui est angoissant? Mais je sais pas, est-ce qu'on va... Ça t'angoisse, ça? One apple a day, keep the doctor away. Exactly. Jean-Pierre. Hein? Oh, the Beatles. Michel, Michel Platini? mon idole. Jean-Pierre, je vous proposais de regarder une photo de vous quand vous étiez enfant. La classe. Ouh, stylé. C'est ce qu'on Jean-Pierre. appelait la communion privée. À Marseille. C'était quand même très élégant, non? Bah oui. Là, on est quoi? On est en 1860. On est en 1783. Mais je t'aurai tout à l'heure. J'ai de la mémoire. Alors la question que je vais vous poser, Jean-Pierre, c'est d'imaginer que, comme par magie, on puisse revenir dans le passé. D'accord? Formidable. Et vous, l'adulte, qu'est-ce que vous pourriez souffler à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire? Je dirais à cet enfant, qui avait l'air heureux et insouciant, si toutefois tu avais des inquiétudes, ne te fais pas trop de soucis. Moi, j'étais pas brillant en classe. Il faut bien le dire, j'étais un peu particulier. Mes sœurs étaient brillantes et la phrase que j'entendais souvent à la maison, c'est « Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Et qu'est-ce qu'on ressent quand on entend ça? On n'est pas très heureux. Moi, j'avais confiance en moi. Je savais qu'un jour, justement, je croiserais la chance, je croiserais des gens qui me tendraient la main et que ça pourrait m'arriver. Me demandez pas pourquoi, mais j'en étais persuadé. Intimement. Pour qu'on se figure un peu où est-ce que vous avez grandi, et vos parents, parce que la rencontre de vos parents est très belle aussi. Votre papa était un résistant, Ouais. et il a sauvé votre maman. Mon père a été récompensé 50 ans après sa mort. Il est devenu juste parmi les nations, qui est la plus haute récompense de l'État d'Israël pour des non-juifs. Mon père était catholique. Et il a sauvé cette dame qu'il ne connaissait pas, mais qui est devenue ensuite ma mère. Ma mère qui était de confession juive. Elle fuyait. Elle avait perdu sa sœur qui avait été raflée. Mon père a fait venir le neveu et la nièce de ma mère qui étaient abandonnés. Il les a convertis au catholicisme et il les a cachés dans une pension de famille à Marseille. Et puis, pendant ce temps-là, une histoire d'amour s'est tissée entre celle qui allait devenir ma mère et mon père. Ils ne se sont plus quittés. En fait, c'est le malheur, la détresse qui a créé leur bonheur. Et vous avez su cette histoire assez vite? Non. Dans le tiroir de la commode de la salle à manger, il y avait 2 médailles. Les médailles de la résistance de mon père. Et je lui disais, papa, qu'est-ce que c'est? Rien. Rien. Puisque vous ne saviez pas tout ça, quelle image vous aviez de votre père quand vous étiez enfant? En fait, c'est quoi l'ambiance à la maison? Sévère. Rigoureux. Il fallait ne pas mettre les coudes sur la table, il fallait pas parler à table, il fallait demander l'autorisation de quitter la table. Nous respections les règles, parce qu'on savait que sinon la sanction allait tomber. Et votre maman, à ce moment-là? Ma maman, elle était amoureuse de son mari. Elle était fière d'être à la tête d'une belle famille. Et elle était fière de montrer sa carte d'identité française. Et donc, ce petit garçon que vous étiez, c'était quoi sa personnalité? Vous êtes un peu le pitre, vous êtes en train de réfléchir, vous êtes quel genre de gamin? Ouais, je suis tout ça. Mon rêve, c'était la radio. Parce que c'est venu comment, ça, la radio? Très simplement. Il y avait 2 postes de radio. Un dans la cuisine, où on mangeait le midi et le soir, et un dans le salon, où parfois on écoutait des 78 heures. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Bon, ouais. Et on regardait la radio. Waouh. Quand on mangeait, mon père regardait les informations. Oui, c'était pas là dans un coin, c'est-à-dire que c'était l'objet. Ah non, c'était l'objet vert en bakélite. J'avais bidouillé, comme l'on dit, j'avais pris un fil électrique que j'avais branché derrière le poste de radio de la cuisine. Il montait le long de l'escalier, passait sous le tapis, allait sous l'oreiller de ma chambre, et là j'avais trouvé un vieux haut-parleur, je ne sais où, et j'écoutais la radio. Notamment le mercredi, un feuilleton qui s'appelait Les Maîtres du Mystère. Et je dois dire que quand j'entendais l'assassin marcher dans le gravier, je voyais le couteau qui luisait. Je disais, le couteau, il est peut-être pour moi. Quand la porte grinçait, je tremblais dans mon lit. Donc, il y avait des bruitages, tout ça, en fait. Avec à côté de moi, Pâquerette, ma chatte, qui tremblait en même temps que moi sans savoir pourquoi. Voilà. C'était le royaume de l'imaginaire. Et est-ce que vous étiez un adolescent bien dans ses baskets? Pas toujours très très bien, parce que
J'avais des copains qui, auprès des jeunes filles, se mettaient torse nu pour faire des plongeons remarquables dans la Méditerranée. Moi, comme j'avais déjà un petit peu de quelques petites rondeurs, je gardais toujours ma chemise. Hein. Et on dit, allez, mais toi, enlève ta chemise. Et non, je ne voulais pas, parce que je trouvais que c'est... Mais en réalité, j'étais un petit peu complexé, et il fallait que je me distingue autrement. Ce que j'allais vous dire, comment vous vous distinguez, justement. Voilà, bon, en les emmarrer. Alors justement, là, on a raconté votre enfance, un peu stricte, ce gamin qui rêve, qui arrive à se projeter comme ça dans le monde à travers la radio. Et c'est le 22 février, donc 1962, vous avez 14 ans, que votre vie va basculer. Mon père était importateur, exportateur de fruits et légumes. Et un jour, le 20 ou le 19 février, il part en Algérie pour vérifier, me dit ma mère, la comptabilité de l'entreprise. Et le 22 février 1962, il se fait descendre dans la rue d'une balle dans le dos et d'une balle dans la nuque. On ne sait pas pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. On me dit, ton père a un accident de voiture. Moi, j'imaginais qu'il allait revenir avec des béquilles, je ne sais pas moi. Et j'attendais que la porte s'ouvre et que mon père arrive en claudiquant et vienne vers moi. Et là, il n'est pas revenu. Et c'est ainsi qu'à 14 ans, d'un coup d'un seul, je suis devenu adulte. D'un coup. Mon cœur s'est durci. Je suis devenu quelqu'un d'autre, y compris à l'école. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire le clown. Pour éviter qu'on me pose la sempiternelle question, pourquoi ton père s'est fait descendre dans la rue? C'était ça sans arrêt. Et j'en avais assez. Et en fait, il m'a aidé à faire mon métier. Mais ça m'a fait comprendre que désormais, l'avenir m'appartenait. Et c'était à moi seul de me débrouiller. Ma mère se battait contre l'administration parce qu'il n'était ni pied noir, ni rapatrié, ni rien. Il n'existait pas ni militaire, etc. On ne savait pas pourquoi il est allé en Algérie et se faire descendre dans la rue. Vous savez, j'étais adopté par la nation, ce qu'on appelle pupille de la nation. Et ce qui m'a fait le plus mal dans ma vie d'adolescent, et sans doute mes sœurs aussi, c'est que j'ai reçu ma carte de pupille de la nation. Fils de Marcel Joseph Foucault. Et il y avait la mention mort pour la France. Un fonctionnaire a pris une règle et avait rayé la mention mort pour la France. Donc, mon père est mort pour rien. Et cette carte, je l'ai jetée. J'ai dit, je vais montrer à la France que j'ai pas besoin d'être adopté par elle. Je vais me débrouiller tout seul. Quelques jours après la mort de mon père, on s'est assis à table, ça l'a mangé. Je me suis mis à ma place. Ma mère m'a dit, tu te mets là. C'est la place de ton père. Ah oui, la symbolique est forte. Et donc là, j'ai compris que j'étais devenu le chef de famille. Elle a envie de faire un câlin, moi aussi, j'ai envie de faire un câlin. Fais un câlin pour nous tous. Moi, je suis bien trop pudique pour le faire, mais le cœur y est. Je te remercie beaucoup. Est-ce que vous demandez à ce moment-là comment vous allez pouvoir assurer votre avenir, votre famille, alors que l'école vous a pas valorisé? Mais pour moi, je voyais, il y avait un mur en face. Hein. Je ne savais pas. Et il y a eu la chance. Radio Monte-Carlo cherchait des jeunes talents. Et mon voisin, mon ami d'enfance, qui est toujours mon voisin et qui est toujours mon ami d'enfance, a écrit pour lui et pour moi en disant « Nous sommes ceux que vous attendez ». Il a écrit ça? Ah oui, il a écrit ça. Sous-entendu, on va refaire le monde, on va sauver votre maison. J'ai passé le concours. Mon pote, il ne l'a pas réussi. Il a réussi par ailleurs dans la vie, bien entendu. Et de 800, nous nous sommes retrouvés à 2 en finale. Et face à moi, il y avait Patrick Topalov, que vous connaissez. Finalement, ils ont coupé le salaire en 2, ils nous ont pris tous les 2. Et la vie professionnelle a commencé là, mais pour moi, c'était absolument magique. Ma mère m'entendait à la radio. Nous, on faisait des émissions de radio avec mon pote, on parodiait des émissions de Paris Inter qui s'appelaient... Ça, c'était avant d'être engagé. Ouais. Et d'un seul coup, ce jeu est devenu la réalité. C'est ça. C'est extraordinaire. C'est ça, parce que quand il y a ça qui vous tombe dessus, parce qu'en fait, une annonce, c'est une radio, vous êtes quelque part entraîné, puisque vous le faisiez pour 2 fois avec votre pote. On s'était en quelque sorte entraîné, mais surtout, je dois le fait d'avoir été engagé à un homme qui s'appelait Jean-Louis Sarre et qui a cru en moi. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un accent à couper au couteau, un accent marseillais. Voici la météo pour la côte. Et il m'a dit non, on ne dit pas côte, on ne dit pas côte, on dit côte. Voilà, bon. Et je vais raconter quelque chose. 30 ans après, il quitte ce monde. Son fils m'appelle et me dit
j'ai quelque chose à vous remettre. Et son fils me donne un carton, une boîte. J'ouvre, et là-dedans, il y avait la lettre de mon ami, un trombone rouillé, ma photo, les épreuves que j'ai passées au concours, ses appréciations, manque de vocabulaire, mais pas mal quand même. Donc il avait tout gardé de moi pendant des décennies et des décennies, et il a tenu à ce que le jour de son départ, on me remette ce trésor. Et pour moi, c'est un trésor extraordinaire que j'ai dans mon bureau. Au fond, j'ai l'impression que vous avez tous les documents de votre vie, en fait. Depuis que je suis gamin, je garde tout, absolument tout. Je me souviens mon premier billet d'avion, par exemple, ma première lettre d'engagement en 1966, suivie 6 mois après de « J'ai le regret de vous informer, hop dehors ». Donc, je garde absolument tout. J'ai la lettre qu'avait mon père, qu'il avait sur lui quand il est mort. Elle est tachée de son sang. Je l'ai, je tiens à la garder. C'est une relique qui est pour moi importante, essentielle. Je sais qu'elle est là. Voilà. Ça réconforte ? C'est ma mémoire, si vous voulez. Ma vie est là. Merci Jean-Pierre. On racontera la suite de l'histoire. En fait, raconter des choses, moi, tout à l'heure. Moi qui fais parler les autres comme vous m'avez bien eu là. Je suis très émue en fait en écoutant ton histoire et tu as perdu ton papa à 14 ans. J'ai perdu le mien à 30 ans. Et je pense qu'on se sent toujours enfant, quel que soit l'âge. Là maintenant, je te vois différemment. Voilà. J'essaie de ne pas pleurer parce que j'ai pas envie de te faire pleurer. Donc, voilà. Mais merci pour ce partage. Merci. Merci. Vraiment. Merci. Arnaud, je propose de regarder cette photo de vous enfant et je pose la même question. Si on pouvait revenir en arrière, comme par magie, vous qui connaissez la suite de son histoire, et ça c'est très important, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais ce que je pense toujours aujourd'hui, c'est que aie confiance dans la vie, la vie est bien faite. Suis tes envies, tout va bien se passer. C'est ce qu'il a fait, cet enfant ? Pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que étant fils de militaire, j'ai pas vraiment suivi mes envies. J'ai suivi ce que le général avait tout planifié pour ses enfants. Mais en tout cas, j'ai grandi avec la conviction qu'il y avait que très peu de métiers qui existaient. C'était militaire, avocat ou médecin. Moi, j'étais fou passionné de sport, un petit peu d'ailleurs à cause de mon père, qui m'a transmis ça. Mais dès que j'ai commencé à me dire j'adorerais être footballeur, cycliste, professionnel, il y a des sports-études qui existent. Mon père m'a rayonné. Et alors artiste, je t'en parle même pas. C'était même pas sur la table, le sujet. J'allais dire, est-ce que ça a été évoqué ? Ça n'a même pas été évoqué. Artiste, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'étais pas du tout fan, et même plus tard, j'ai jamais été fan de chanteurs, de chanteuses, d'humoristes, d'acteurs. C'était un domaine qui n'existait pas. On suit l'ordre. Donc, il y a de la tristesse sur le moment, et puis... Mais pas de la contestation même dans votre tête ? Non. Il n'y a même pas eu de négociation. Il y avait très peu de négociations avec mon père, avec mes parents. On peut discuter avec un général. Ouais, non, tu négocies pas. On va à l'école, on fait des études supérieures, on va à la fac et on fait un vrai métier. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai entendu, un vrai métier. Oui. Un vrai métier. Enfin, ça, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et cet enfant, du coup, vous avez dit parfois, j'avais presque une double personnalité, au fond. J'étais quelqu'un de très cérébral. Ouais. Et en même temps, je vais commencer à devenir assez déconneur. Oui. En fait, gamin, j'avais toujours des tics, des trucs parce que je somatisais beaucoup de choses. J'étais mortifié à l'idée de quitter le domicile. Dès qu'on partait en vacances, j'avais des maux de tête terribles. Et puis à la fois, j'étais très déconneur, très joueur. Je faisais l'imbécile avec mes frères, avec mes parents. J'avais envie de faire rire tout le monde. Il y avait ce paradoxe. Et qui existe toujours un petit peu. On m'a toujours dit, on sait jamais sur quel Arnaud on va tomber, quoi. On me l'a souvent reproché, ça. Des amis, des compagnes. Mais bon, c'est comme ça. Vous en êtes là, vous C'est acceptez. Rému qui disait, je fais pas la gueule, je réfléchis. Bah ouais, bah c'est ça, C'est un peu l'idée, je réfléchis, ouais. Et donc, vous vous dirigez vers des études, puisqu'il fallait être médecin, militaire ou avocat. Ouais. Vous choisissez. Je fais par élimination.
Il faut aller à la fac, il n'y a pas d'autre option. Ok, fac de quoi? Donc pas les maths parce que je suis pas assez bon. Qu'est-ce que j'aime? Rien. Que fait mon grand frère? Il fait du droit. Est-ce que la fac est cool? Est-ce qu'il a l'air d'être heureux dans cette fac de droit? Oui. Bon, bah alors je m'inscris en droit. Mais quand vous êtes sur les bancs de la fac, vous rentrez le soir, il faut bosser, il faut apprendre, etc. Vous vous projetez dans quoi? Je me projette dans un métier juridique. Mais c'est avec cette tête-là, c'est ce que vous avez Oui, dans c'est la avec tête. cette tête-là. Mais oui. C'est bizarre, ma vie, ça va être... Ben oui, mais c'est exactement avec cette tête-là. Et donc j'ai bac plus 4. J'ai ma maîtrise de droit des affaires. Et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est à ce moment-là qu'un pote qui a une entreprise d'exportation de fournitures scolaires familiales dans laquelle j'allais faire des jobs d'été, je faisais de la saisie informatique, me dit tu connais la boîte, tu connais le job, je t'embauche et je t'offre ton premier CDI et tu peux quitter le domicile parental. Et ben à ce moment-là, je dis oui. Et en fait, pour répondre à ta question, je marche à court terme. Avec l'espoir de trouver du goût à tout ça. Exactement. Parce que je me dis, en fait, à un moment donné, tout va se mettre en place. Mais c'est une super croyance, parce que c'est une forme de confiance en l'existence. C'est une forme de naïveté, d'inconscience, mais c'est tellement agréable de vivre et de grandir et d'avancer comme ça, en te disant, de toute façon, les choses vont se mettre en place. Et ça vous a permis, effectivement, de vivre toutes ces années sans but, si j'ose dire. Et on verra bien au prochain épisode, un peu plus tard, comment il y a eu un déclic qui était plus qu'un déclic, presque un choc pour vous. Angoune vous écoute attentivement parce que finalement, votre papa, c'est un autre profil. Hein. On va le voir. Oh oui. Mais on va le raconter dans un instant, peut-être la photo. D'accord. Angoune, vous avez quel âge là? Là, je devais avoir 7 ans dans ma tenue de danseuse balinaise à Jakarta. En fait, je suis née à Jakarta, en Indonésie. Mes 2 parents sont javanais. J'avais une enfance complètement riche de musique, chant, danse, la poésie, etc. Si vous pouviez revenir en arrière et souffler quelque chose à l'oreille de cet enfant, qu'est-ce que vous diriez? Je lui dirais qu'un jour, tu vas vivre loin de ta maman, de ton papa, loin de tout ce que tu connais. Fais-toi confiance. Surtout, sois gentil avec toi-même. Votre papa, il fait quoi exactement et votre maman? Alors, ma mère, elle est issue d'une famille royale, donc elle a un titre. Ma mère a eu un premier mariage, qui était un mariage arrangé. Souvent été fait cette époque-là. Elle a eu un enfant. Ensuite, après, elle a rencontré mon père, qui était un bel homme, 1m80. Bon, pour un Indonésien, c'est peu commun. Il avait les cheveux longs, mais c'était un roturier. Donc, elle a quitté la famille royale pour suivre mon père. C'est une très, très belle histoire d'amour. Donc, cette femme javanaise, belle, et, qui est tombée amoureuse, qui a suivi son cœur, et ça se faisait pas, quoi. Donc, cet homme dont elle est amoureuse, en fait, comment vous pourriez le décrire? Alors, mon père était un journaliste politique, qui était le temps de Suharto, qui est le deuxième président, oui. Il a vite compris qu'il fallait changer de profession. Il est devenu écrivain. C'était un marxiste. Il possédait rien. Il m'a toujours dit que le moins que tu possèdes, le moins il te possède. Donc vous viviez de quoi, enfant, adolescent? Ma mère, lorsqu'elle a quitté sa famille, on n'avait rien. Et mon père, il écrivait des articles. Donc il était payé à la prestation. Hein. Voilà. En fait, on vivait dans une espèce d'école abandonnée où, en fait, dans les classes, là, chaque classe est une famille. Donc, une famille vivait là. Il y avait une espèce de pompe, comme ça, en plein milieu de la place, pour ensuite aller chercher l'eau pour se laver, etc. Mais c'était une enfance formidable. Mon père, il écrivait le moment où on dormait. Donc, je m'endors avec le bruit de sa machine à écrire. Donc, parfois, j'attendais, ah non, il tapait pas. Donc, ça veut dire qu'il est en panne d'inspiration. Incroyable, cette sensation. Ouais, donc après, j'attendais. Puis après, il tape. Ah, donc là, ça me rassurait. Et puis, il nous réveillait pour aller à l'école. Et c'est à ce moment-là qu'il part dormir. On l'appelait un peu chauve-souris ou Batman. Il vivait la nuit. Voilà. Au début, cette petite fille, elle chante où? À la maison?
Oui, je chantonnais à la maison. En fait, j'ai toujours tendance à dire qu'en Indonésie, on a appris à un enfant à chanter et danser en même temps qu'à parler et marcher. Et c'est un peu mon histoire. Mon père ne sachant pas chanter, il a acheté un livre pour comment placer sa voix. Et donc, il lisait chapitre par chapitre. Le tuto de l'époque, en fait. C'est ça. Donc, mais il avait une bonne oreille. Il savait si je chantais faux ou si je plaçais pas bien, etc. Il faut chanter avec son diaphragme, etc. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a appris à chanter. Donc, tous les jours, après l'école. Mais j'ai aimé ça. C'était un moment que j'avais de précieux avec mon père. Je l'admirais tellement. Il était sévère aussi. Et du coup, on a bien le contexte, on est d'accord. Et on va essayer de comprendre comment cette petite fille est devenue une enfant star. Le dimanche, on allait dans un parc de récréation. Et dans ce parc de récréation, il y a toujours un podium avec des musiciens. Le maître cérémonie demande toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Et moi, qui étais déjà à l'époque chantais à la maison, je dis, oh, je veux. J'ai chanté des chansons de Beatles. Donc là, ça me fait quelque chose de voir ça. À l'époque, vous savez, en Indonésie, on n'avait pas accès à des disques, enfin, on avait des cassettes, bien sûr, mais ce sont des cassettes piratées. Je connais que le best-of, où il y avait, voilà, She loves you, yeah, yeah, yeah. Mais A Taste of Money, par exemple, je ne connaissais pas. C'était que des best-of, ouais, avec un dépliant, avec les paroles. Mais c'était écrit avec un à peu près anglais. Parfois, je chantais n'importe quoi. C'était un peu du yaourt, mais je ne savais pas. Du yaourt indonésien. Un yaourt indonésien à l'anglaise. Et puis, vous allez être repéré à un moment donné par quelqu'un. C'est ça. Donc, il y avait un producteur de musique qui m'avait vu chanter. Et puis, un jour, il est venu voir mes parents si je voulais enregistrer un album. J'avais 9 ans. Et vous dites quoi à ce moment-là, vous? Je disais, génial, ça arrive enfin. Enfin? Oui, pour moi, c'était tellement clair. J'allais devenir chanteuse. Et j'étais pressée, je voulais écrire mes chansons. Et donc, à 9 ans? À 9 ans, oui. Et donc, je commençais à écrire mes chansons à cette époque-là. Et vous parlez de quoi à 9 ans? Je parlais de mes problèmes d'école. Et le succès arrive à quel moment, du coup? J'ai fait mon 2e album. C'était un album rock lorsque j'avais 12 ans. On regarde un petit extrait de l'époque. J'étais pas épaisse. Wow, la Corée. Ouais, pas mal. Cette gamine a 12 ans, avec une aisance Incroyable. Ça va marcher. Et donc, dans les semaines, les mois qui suivent, ça commence à devenir énorme. Vous chantez devant 80 000 personnes. Oui, alors là, ça s'est arrivé quelques années plus tard, lorsque j'avais 14-15 ans. Là, j'ai fait des albums qui ont énormément marché. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les chansons sont tellement connues que les enfants qui ont 7 ans jusqu'à l'âge de mes parents connaissent ces chansons. C'est un petit peu comme... je rigole souvent, mais il dit, mais tes chansons sont un petit peu comme notre hymne national en Indonésie. Vous savez que je suis allé en Indonésie et j'ai posé la question aux gens. Ouais. Et je confirme. C'est vrai. Ah oui, je confirme. Ça fait plaisir, mais en même temps, on ne réalisait pas non plus à cette époque-là. Quand vous chantez devant 80 000 personnes, c'est quoi l'émotion? Oh, ça me donnait des ailes. C'était... Tu parles. C'était... Oui. 80 000. Oui, c'est ça. Mais j'avais pas le recul. Je faisais juste des successions de concerts et à chaque fois, oui, 20 000. Oh, c'est un petit stade. C'est un petit stade. Donc voilà, il y avait... je réalisais pas. Et votre papa, comment il vit ce succès-là? Lui qui est marxiste, alors que là, on est en plein dans le show business. Donc, Oui. En fait, il avait peur. Il m'a toujours mis en garde sur le fait qu'il ne faut pas que je devienne un artiste confortable. Il voyait qu'avec tout ce succès, il y avait l'argent. J'ai acheté une maison pour la famille avec 7 chambres où chacun de membres de famille avait sa chambre. Mon père disait que peut-être, avec tout ce succès, ça pourrait monter à la tête à un si jeune âge
Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis dans l'idée ce grain dans la tête pour que ensuite je pars d'Indonésie. En plein succès. En plein C'est succès. une forme de folie. C'est dingue. Et donc il disait que tu sais, ici tu es peut-être quelqu'un, mais derrière l'océan, il y a tout un monde. Tu es personne là-bas. Vas-y, montre-leur. En fait, c'était plutôt comme un défi comme ça. Voilà, montre-leur. Comment vous entendez ça alors que vous êtes là en train de signer des autographes, vous êtes accueilli sur les plateaux de télé, et que quelqu'un vous dit que tu vas quitter tout ça pour redémarrer à zéro. Comment vous l'entendez à ce moment-là? J'avais l'arrogance peut-être, ou vous savez, quand on a 19-20 ans, on se sentait invincible. On va raconter la suite plus tard, mais quand vous partez là, vous avez quoi en tête? Je voulais avoir une carrière à l'international. Et puis prouver à mon père, ouais, bah tu vois, je l'ai fait. J'ai l'impression de lire le scénario d'un film. C'est vrai, c'est vrai. Ah, Non, vous mais comprenez ma vie maintenant. Ouais, non mais... Quand tu me poses la question de savoir où je vais, je ne sais pas. Et elle sait. Très jeune, quoi. Composer des chansons à 9 ans. Ouais. C'est fou. On racontera la suite tout à l'heure, Yes. si vous voulez bien. Avec Merci beaucoup plaisir. en tout cas. Merci à vous. Moi, je vous propose peut-être se rafraîchir Oui. et prendre l'air. Oh oui. Est-ce que ça vous dirait si on allait à la pêche? À la pêche. On va pêcher le dîner. Par exemple? Ah, Ça vous dit? Ah bah ouais, trop. génial. J'espère que vous savez pêcher? Non. J'ai jamais fait Non, ça. vous pêchez pas du tout? Mon père pêchait. Mais moi, je... Eh bien, non. ça va être la... Vous n'avez La jamais, première fois? vous n'avez jamais pêché? Ah non, moi j'adore manger. Ce qu'on va Vous n'avez pêcher. jamais pêché? Non, j'ai accompagné mon meilleur ami producteur et camarade de scène, Jérémy Ferrari. Je l'ai accompagné des heures et des heures à la pêche. Il prend jamais rien. Ah, Il y donc a il une n'y a différence personne qui entre sait pêcher. aller à la ici. pêche et pêcher. C'est Oui, pas c'est du ça, tout la ouais, même c'est chose. Ah, Lui, Alors, il va- moi, je propose qu'on aille à la Lui, il pêche. va à la Ah, ok. pêche. C'est Ouais. ça. Donc allons à la pêche. On y va? Picolina! I used to think maybe you love me. Vas-y, Picolina. Tu nous montres là. Vas-y. Allez, on te suit. Voilà. Ah, Ah, qui fait bon, là. ouais, c'est meilleur. Ah, qui fait bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça bouge. Oh non, non, mais pas ton doigt. C'est des asticots. Il faut que tu enfiles l'asticot. Non, c'est vrai. D'abord, tu le goûtes. Savoir s'il est bon, s'il est frais. Ah non, c'est pas possible. Qui va avoir le courage de mettre les... Toi, De mettre les asticots sur les... C'est moi qui vais tous les mettre? Ah, non. Jean-Pierre. je suis désolé, vieux, ça tombe sur toi. C'est rouge et tout. Non. Bon, moi, je suis méditerranéen. Tranquille. Oh, purée, c'est... Et voilà, On n'est pas bien là? que personne ne m'ennuie. Hop. Et là, tu attends. Là, tu attends que le bouchon disparaisse. Ah, c'est reposant la pêche, hein. Donc vous allez avec votre papa à la pêche? Alors, j'allais sur la plage du Prado, à Marseille, par beau temps. Je prenais l'hameçon sur lequel il avait enfilé une esque, parce qu'on pêche à l'esque en mer. C'est quoi l'esque? L'esque, c'est un verre. D'accord. Je prenais l'hameçon et je nageais. Il me disait, tu nages jusqu'à 100-150 mètres du bord et tu poses l'hameçon sur un banc de sable. C'est là où sont les dorades. Je posais et je revenais à la nage. Et en principe, il prenait les dorades. Mais par contre, vous n'avez pas pêché après? Non. Vous avez des vies, des métiers passion. Est-ce que dans votre vie, vous arrive de faire des choses juste pour vous? À un moment, j'écrivais pour des essais en indonésien sur la politique, sur la condition des femmes en Indonésie. À l'âge de 9 ans encore. Non. Devant 80 000 là, personnes. Elle écrivait devant C'est ça. 80 000 personnes. Ouais. c'est en quelque sorte pour me rapprocher de mon père aussi, qui lui, c'était son métier. Jean-Pierre, vous avez, on va dire, un hobby, des loisirs, quelque chose qui est... J'ai une petite collection de voitures anciennes, Oh. populaires françaises d'après-guerre. 4 chevaux, 2 chevaux, Dauphine, Dinapara, etc. Et mon bonheur, c'est de temps en temps en prendre une, parce qu'elles tournent toutes, évidemment, et d'aller me promener tout seul. Hop, j'ai d'un seul coup 50 ans de moins,
ou 40 ans de moins, je me retrouve à l'époque. Never seem only so close, but I seen perfection under your clothes. Ce serait tellement le moment idéal pour qu'il y en ait un des quatre qui dise « Sa mort !» Et on sait que ce moment n'arrivera jamais. Oh putain, il suffit que je le dise. Mais non. Quel acteur Oh, Quel acteur Mais tu me fais plaisir. Oh, merci, Je suis un bon public. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on revient bredouille. Mais on assume l'échec. On a sauvé quelques poissons. Merci pour cette partie de pêche. Qui ne tente rien n'a rien. Eh bien, On a c'est tenté, exact, on n'a rien. Allez, Piccolina. C'est beau, c'est calme. Yo. Tell me, will you hold me? Jean-Pierre, il est retourné à la pêche. Et vous avez vu quand même le résultat. Parce que j'ai horreur de pêcher avec quand il y a du monde. Ouais. Une vraie modestie. En Mais fait. le masticot, t'es comme ça. Ah oui. Pas pareil. Et d'ailleurs, là, on va raconter vos premiers pas, mais avant ça, je voulais savoir, c'était quoi votre rapport à la nourriture? C'est vous qui cuisinez ou pas? Alors, la réponse est claire et nette, non. Ah, C'est ma femme. donc là, c'est exceptionnel, là. C'est exceptionnel, c'est uniquement pour toi. Oh. Et vous, Angoune, quand vous faites un dîner, c'est vous qui cuisinez? Non. J'ai un mari, je l'appelle mon couteau suisse, parce qu'il sait tout faire et c'est un vrai chef, et c'est un vrai photographe, un vrai musicien. Ça ne le dérange pas de rester 4 heures et cuisiner pour 12, par exemple. Moi, c'est comme Jean-Pierre, c'est sa femme qui cuisine pour moi. Ah bon Je me disais, de temps en temps, elle n'est pas là. Ah, merde, je te l'avoue. Et ce soir, je vais vous préparer une salade de fruits. Non. Si. C'est le ton, Joli, joli. c'est le ton qui compte. C'est le ton. Joli, joli, joli. Et je suis capable de la rater. Hein. Arrête. Ah oui, oui, c'est dans mes cordes. Hein. Mais tu sais, est-ce que déjà tu peux m'aider avec ça? Ouais, Ça. je m'en occupe. Et là, vous nous préparez quoi, du coup, hein? Là, Rappelez-nous. je vais nous préparer un truc bien frais pour l'entrée. C'est Je déconne. J'ai confié un oignon à quelqu'un, je sais des pas à qui. épinards, J'arrive tout de suite. épinards avec avocat écrasé et puis chair de crabe et puis l'huile d'olive. Voilà, un truc bien Sympa, frais, sympa, sympa. bien gentil. Et vous, Jean-Pierre, donc tout, c'est un petit poisson au four. Et c'est du loup au four, c'est simple comme bonjour. Tu vas voir qu'il va pas être bon. C'est ça. Et puis à côté, on a fait des petites pommes de terre rates Bien. que nous n'avons pas épluchées sciemment, que vous éplucherez vous-même dans votre assiette une fois cuite, ou que vous mangerez avec la peau. Avec la peau, il y a des vitamines, je crois. Moins épais, s'il vous plaît. Beaucoup moins épais, bien sûr. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre, si vous voulez bien, Oui. on reprend le récit de votre histoire. Vous nous avez parlé de cette enfance à Marseille, dans une famille très unie, avec un papa, on l'a dit, autoritaire, mais un enfant qui rêve en écoutant la radio dès l'enfance. Vous faites des fausses émissions avec un pote, c'est comme un entraînement. Et puis un jour, il y a une petite annonce pour RMC, c'est votre ami qui vous inscrit. C'est vrai. Vous vous retrouvez finaliste avec Patrick Topalov. Vous démarrez avec la sensation de précarité. Ah ben, je me suis fait virer au bout de 6 mois de Radio Monte-Carlo. La raison, c'est quoi? La raison, c'était vous n'êtes pas fait pour faire ce métier. Oh, Quelqu'un Aïe. a prononcé cette phrase? Merci monsieur, oui, c'était le directeur il avait le pif. administratif. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Je me dis, il a peut-être raison. Mais dans mon fort intérieur, je me dis, je veux continuer. Et l'homme qui m'a engagé à l'issue du concours a dit, on ne peut pas les laisser tous les deux, Topalov et moi, sur le carreau. Et il a téléphoné, Ça n'arrive jamais, ça. Hein. ça n'arrive jamais, il a téléphoné à Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1, et il a dit à Lucien Maurice, je t'envoie 2 gamins, prends-les, ils sont formidables. 2 chevaux, nous sommes allés de Monte-Carlo jusqu'à Paris. Oh, Nous wow. sommes arrivés rue François 1er. Lucien Maurice nous a reçus dans son bureau. Il nous a regardés, il a dit « Ok, service de nuit, 23h30, 1h du matin. Un coup, Jean-Pierre, tu animes, c'est Patrick qui réalise. Un coup, Patrick, tu animes, c'est Jean-Pierre qui... » Voilà. Tout a démarré de la confiance d'un homme qui nous a recommandé à l'un de ses amis, puisque à Monaco, on ne voulait pas de nous. Au bout de 3 ans, j'ai quitté Europe. Je suis revenu à Monte-Carlo et j'y suis resté 20 ans. Et j'ai terminé comme directeur général adjoint en 1994, je crois. C'est 94, quand même 95. dingo pour le gamin qui écoutait la radio Ah non, mais... et qui pensait pas que ce serait sa vie, mais qui en rêvait. Mais j'avais un rêve grâce à mes parents, grâce à mon père qui écoutait la radio. Quand on écoutait les chansonniers le dimanche matin, ça s'appelait le grenier de Montmartre, je riais. Je disais, mais quel métier formidable de faire rire les gens ou alors de les informer. Ça a démarré comme ça, tout
tout Et simplement. alors, la télévision est arrivée dans votre vie, vous aviez 28 ans. Ouais, la télévision est arrivée en 2 temps. La première fois que j'ai fait de la télévision, c'était à Télé Monte Carlo. Jacques-Antoine était le directeur, le célèbre Jacques-Antoine, un inventeur entre autres de Fort Boyard, était le directeur de Télé Monte Carlo. Il me voyait dans les étages inférieurs, puisque la télévision était au 4e et nous, on était au 1er et au 2e étage, avec Topalov. Et il nous dit, tiens, je vous propose une émission. Donc nous, on s'est dit, on va faire une émission de variété. On a déposé un projet qui s'appelait, très original, Côte à côte sur la côte. C'était pas mal comme titre. Hein. Ouais, vachement bien. Côte à côte sur la côte. Ouais. On a fait 3 émissions gratos qui ont été diffusées. Et après, on a dit, c'est fini, non, ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. C'est ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Alors que Donc, c'est on une a- porte chance. C'est une première fois que vous êtes viré on a de la radio, vous faites une Voilà, carrière on a incroyable. fait 3, mais on a continué à faire de la radio. Et puis ensuite, j'ai passé un autre concours à la demande de Guy Lux. Comment vous connaissez Guy Lux à ce moment-là? Je connaissais pas. C'est un copain qui était le patron de Télémagazine, qui s'appelait Philippe Gosset. Philippe me dit, tu sais, il y a Guy Lux qui cherche un animateur, etc. Viens, je t'inscris. Et nous étions 3, À chaque fois, c'est vos potes qui vous inscrivent. toujours. C'est marrant que les envies viennent de vos amis. Mais c'est vrai. C'est intéressant. Parce qu'ils Ils ont croient envie. en vous encore plus que Ils ont vous-même. senti avant moi que peut-être je pourrais le faire. Ça qui est assez extraordinaire. Donc vous passez des castings pour Guy Lux? Et il dit, allez, Coco, vas-y. Et à un moment, il dit, attention, le film qu'on passe va casser. Ah non, s'excuse. Et moi, j'avais pensé à ça. On vous Et demande je- d'improviser. C'est ça. Et je dis, le film que vous êtes en train de suivre vient d'avoir un petit problème technique, je vais vous expliquer. Et j'avais pris de la pellicule dans ma poche. Et J'avais dit, non. voilà ce qui s'est passé, le film s'est cassé. Donc forcément, on ne peut pas voir la suite. Pendant que je vous parle, il y a quelqu'un qui coupe 2 petits bouts, qui colle, et qui va vous permettre de regarder la suite du film. Génial. Que voici. Guy Lux, il fait, oh putain, Coco, comment t'as pensé à ça? J'ai dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Et c'est comme ça que j'ai été... Vous présentez quelle émission là? C'était dimanche. pour ce dimanche. Un petit extrait de cette émission. On rappelle que vous avez 28 Ah ans. bon. Et vous êtes un homme de radio, bien sûr, à l'époque. Donc c'est très émouvant de voir vos premiers pas devant la caméra. Bonjour à vous tous et bon dimanche. Un décor inhabituel pour le Ce Dimanche, vous pouvez le constater, mais une ambiance extraordinaire. Un décor inhabituel puisque nous avons quitté notre petite place de village pour venir ici au Théâtre 102 vous présenter dans quelques instants le Midi Ring au cours duquel vous pourrez bien sûr applaudir de nombreuses vedettes. Et ensuite, après le journal et après Amicalement Vôtre, que vous verrez vers 13h15, nous nous retrouverons en direct du jardin d'acclimatation. La grande vedette du dimanche. Bravo. Alors, ce qui me captive le plus, Oui. je ne sais pas si c'est ton talent naissant, Oui, ton aisance, c'est mon col de chemise. ou alors les ailes d'avion Il n'était pas tout seul à l'époque. ou alors le maquillage de la, De la jeune, dame, femme, ouais. de la jeune femme à côté Qui de a toi. femme à côté. Oui. T'es tellement à l'aise. J'étais bien, quoi. J'étais chez moi, puis c'était le direct. Je me laissais emporter. C'était au Théâtre 102, il y avait du public. Et en sortant de cette émission, et j'ai mal à la tête, et je m'arrête à la pharmacie, qui était la pharmacie de garde le dimanche. Je demande du Doliprane et la pharmacienne me fait « Je vous ai vu tout à l'heure. Ah. » Je dis « C'est formidable, ça va à une rapidité Eh oui. exceptionnelle. » Moi, je me souviens de vous à la télévision dans l'Académie des Neufs. Ah, tin, tin, padadadin, tin, tadadadin, tin. C'était avec, tellement bien. avec des superstars dans les... Avec Laurence Badi. Bonjour, Michel Dax, pauvre type. Voilà, il y avait Daniel Prévost, Gérard Hernandez, des académiciens qui étaient très drôles et avec qui j'ai passé un septennat avec eux superbe. 7 ans. Ouais. Et ensuite, je suis parti pour TF1 en 87 pour faire Sacré Soirée. Sacrée soirée. On racontera la suite Ouais. tout à l'heure. Et du coup, cette notoriété, c'est quelque chose qui vous a plu tout de suite? Parce que ça peut être pesant parfois. Je ne vais pas me plaindre de la notoriété. On n'a pas le droit de se plaindre d'être heureux dans son métier. Oui, je suis d'accord. Hein, tu es d'accord avec moi? Très. Et alors du coup, Arnaud, Oui. on a raconté comment vous grandissez dans cette famille avec un papa général. Ouais. Donc quand il a dit quelque chose, il n'y a pas de négociation. À aucun moment dans le récit de votre enfance et adolescence, vous nous avez dit « je rêvais d'être dans la lumière, je rêvais d'être sur scène ». Donc vous êtes à la fac de droit, hein, vous êtes allé un peu sans conviction. Oui. Et vous avez 19 ans. Et qu'est-ce qui va se passer à 19 ans qui va changer le cours de votre destin? Dans toutes les facultés, il y a ce qu'on appelle un BDE, un bureau des étudiants, qui organise des activités diverses et variées. Et un soir, il y a un match d'improvisation qui est organisé dans un des amphithéâtres. Et là, je vois ces gars et ces femmes sur scène improviser un spectacle pendant 1h30. Je riais aux larmes et je me disais, mais ce sont des magiciens. Et je suis abasourdi par ce spectacle. Mais vraiment, hein.
Je sors de là, je suis en admiration totale. Et là, j'intègre la compagnie Déclic Théâtre, une compagnie à Trappes dans les Yvelines, où est né artistiquement Jamel Debbouze, où est né artistiquement Sophia Aram, Laurent Ronac, Alban Ivanov, Issa Doumbia. Et je deviens improvisateur amateur parallèlement à mes études. Mon premier spectacle d'improvisation, l'arbitre dit « Prochaine improvisation aura pour titre « La vie de ma mère ». Je monte sur scène et là, silence total. Il n'y a pas un mot qui sort de ma bouche. Je suis tétanisé. Et le lendemain, mes potes me voient arriver et disent « Tiens, voilà Arnaud, il va nous parler de sa mère, pour se foutre de ma gueule. Il va nous parler de sa mère, il va nous parler de sa mère. » Et c'est resté. Et c'est devenu mon nom de scène. Énorme. Et donc, vous allez faire ça en parallèle. Vous allez Je fais ça en parallèle à mes études. Sérieusement. Voilà. À la fin de mes études, finalement, je deviens commercial dans la boîte d'un pote. Donc, dans votre tête, l'impro, ce sera le travail d'improvisation, c'est à côté. C'est un hobby. C'est pas un sujet d'avenir pour moi. Et un jour, Arnaud Joyer, un des comédiens avec qui je fais de l'improvisation, me dit « Tu sais, je crois que tu es en train de te tromper de vie. T'es pas fait pour être derrière un ordinateur. T'es tellement bien sur scène. Fais gaffe de pas te tromper de vie. » C'est forte ta phrase. Hein. Wow. J'ai quelque chose dans le bide qui me dit que c'est la bonne décision. Et à partir de là, je me lance. J'annonce ça au général. Le papa. Mais à l'époque, j'ai 26 ans, donc le job est fait. Le job est fait. J'ai bac plus 4. Mon père réagit et ma mère réagissent avec une intelligence folle qui est de dire, soit, vas-y mon fils, on sera là. On sera là. Ça vous a surpris? Vous aviez peur de sa réaction? Ouais, j'avais un peu peur, mais j'ai soupçonné que mes parents se disent, ok, il est en train de faire, il va faire sa connerie, il va faire sa connerie pendant un an ou deux, ensuite, et puis il reviendra ensuite et il retrouvera un travail, etc. Et du coup, ça va marcher tout de suite? Et alors là, ouais, c'est fou parce que je fais des pièces de théâtre, je fais des spectacles d'impro. Donc j'ai déjà 5-6 ans d'expérience d'impro. Très vite, je commence à donner des cours à des enfants. Je suis embauché à Disney en tant que comédien de rue. Donc on arrivait avec un décor, j'étais en chevalier. On posait le décor dans le parc. Tout de suite, on avait 400 personnes autour de nous. Bien sûr. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. J'étais heureux comme tout. Vraiment, je m'épanouissais. Donc le gars qui était sur les bancs de la fac, ah ouais. qui a une maîtrise de droit, il fait le chevalier pour les enfants. Là, tout à coup, il y a un public captif qui s'arrête tout de suite pour voir ce qui se passe. Ouais. Et là, tout à coup, il y a une vraie, il y a une naissance, quoi. Parce que vous avez écrit un premier spectacle. Ouais, le Arnaud Joyer qui m'a convaincu de faire ça m'aide à coécrire mon premier one-man show. Et avec ce spectacle, je commence à faire des festivals. Je suis découvert par Fred Testo à Canal. À l'époque, il est avec Omar, où ça avait des émissions très en vogue. Et il parle de moi. Et je me retrouve en 2005 à présenter la météo du grand journal de Michel Denisot. La mission était de tout faire sauf présenter la météo. C'est bien, donc tu étais l'homme idéal. Ah ouais. Est-ce que personne ne sait? C'est que vous avez failli être dans Scène de ménage. Ah oui. Ils castent pour créer la série. Et le producteur me rappelle en disant « Tu as le rôle. M6 a applaudi au visionnage de tes essais. Wow. Et tournage prévu dans 2 mois. » Et 2 mois après, j'ai un coup de fil du producteur avec une voix d'outre-tombe qui me dit « Arnaud, je suis désolé, j'ai pas une bonne nouvelle. On a montré le pilote au panel. » Alors le panel, c'est quelques téléspectateurs. Voilà. Le couple que tu formes avec Audrey Lamy fait beaucoup penser aux gens à un gars, une fille. Oui. Et donc, quelle est la solution? On va prendre un black. Ça fera moins un gars, une fille. Ah ouais. Oui. Comment vous le vivez à ce moment-là? Je le vis pas bien du tout. C'est très cruel. Oui, la cruauté. Mais on a fait le coup aussi. À la fin de Sacrée Soirée, on a fait un panel. Non, Foucault, c'est terminé. Et puis, il y a eu des années tubes pendant 5 ans, puis il y a eu Qui veut gagner des millions. Donc voilà. Donc, parce que un panel avait dit ça va pas. Non, c'était. Le panel, c'est bien, mais le pif, c'est pas mal aussi. Franchement. Mais cette décision, elle a sauvé ma carrière, évidemment. Puisqu'après, j'ai intégré l'émission Demande qu'à en rire. Dont on parlera demain. Mais donc, c'est juste après ça? Juste après. Tu t'es bien lavé les mains, oui.
Ne réponds pas, ne réponds pas. Tu sais, j'ai envie d'aller me pisser sur les doigts et de continuer l'air de rien cette salade de fruits. Il a cherché. Est-ce que dans cette période des premiers pas, il y a eu des moments de découragement ou des bides? Alors, des bides monstrueux, du découragement, jamais. Jamais. Je fais le festival de Dinard, qui est à l'époque, en 2004, un des plus gros festivals de France. Il fallait jouer une demi-heure. Et là, j'apprends que François Rollin, mon maître, ma référence, mon idole, Il est là. est là. Je rentre sur scène et je vois François Rollin, qui rentre par le fond de la salle, traverse, et il vient s'asseoir au premier rang en croisant les bras comme ça. Timide. Il avait 30 secondes de retard, donc je ne vois que lui, quoi. Toute la salle est remplie et je monte sur scène et je fais 30 minutes de bide intersidéral. Devant votre idole. Devant mon idole. Mais c'est un festival d'humour, il n'y a pas un rire dans la salle, mais pas un seul rire. Et à la fin, le public doit mettre dans une urne, chaque spectateur doit mettre dans une urne 400 personnes pour qui il vote. Horrible. Je suis le seul de l'histoire du festival de Dinard à avoir eu 0 bulletin. Il y avait ma fiancée dans la salle. Oh non. Même elle n'a pas mis de... Il y avait ma fiancée. Je lui dis, mais comment c'est possible? J'ai eu 0 bulletin, qu'est-ce que t'as fait? Elle dit, j'ai pas pu. Non, j'ai pas pu, c'était trop mauvais. Franchement, là, j'ai pas pu. Et avec Arnaud Joyer, mon metteur en scène, celui qui m'a convaincu de faire ce métier, on aperçoit Rollin au dîner. On prend une bouteille de rouge, on la pose devant Rollin, on savait déjà lui parler. Et Rollin me dit cette phrase, il a le sens des mots, il dit « Il y a 17 erreurs à ne pas commettre en one-man show. Ce soir, tu t'es attaché à toutes les commettre, une par une et dans l'ordre. » C'est drôle. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous avez appris ce jour-là de cette conversation? De ne pas masquer mon trac par de l'arrogance. Le fond, la forme, rien n'allait. Et il nous a tout détaillé. En revanche, j'ai bien aimé ce que tu as essayé de faire. Waouh. Et je suis reparti avec ça sous le bras, avec Arnaud. L'idée est là. L'idée est là, c'est pas bien emballé. Et on change l'emballage, et 4 mois après, je gagne le festival de Puy-Saint-Vincent, qui est un autre gros festival d'humour en France. Et je gagne le festival Avec le même sketch? avec le même passage. Ah, parce qu'en plus, le passage ne fait rire personne, et vous avez le courage de le refaire. Oui, j'ai corrigé tout ce que Rollin avait pointé du doigt. Et vous êtes amis aujourd'hui? Et Rollin, c'est plus qu'ami. Oui, c'est un ami. On va continuer le récit de Angoune pendant qu'on va dîner. Et je vais savoir où on en était. J'ai l'impression que tout le monde est content, là, on est bien. Un travail artistique. Hein, Ah oui? Ah ouais, formidable, formidable. En revanche, C'est la tout. salade de fruits, Disons que c'est artisanat. c'est artisanal. Ouais. Birds I saw the sun. Ça va pas être copieux, la salade de fruits, je vous préviens. Ah bon? Reach out and touch On est prêt à manger Oh là là, ou pas? c'est trop beau. Eh bien voilà. C'est beau, hein. Je vous préviens, je sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai fait Bah, ça en tout cas avec mon cœur. Oui, mais en même temps, Escroc. c'était une coprode Escroc. d'Arnaud et moi, Bravo. on va dire. Eh bien, Crabe sur un lit de... d'avocats et de D'épinards. pousses d'épinards, jeunes épinards. Magnifique, Très bien. ça voulait du C'est pain. magnifique. Eh bien, Bon appétit. on attaque. Bon Merci beaucoup. Très très bon, hein, franchement. Je Et refais ça en rentrant à la maison. Je te donnerai la recette. J'espère que C'est mon rien poisson du tout. sera bon. Parce que là, c'est délicieux. On avait faim, non? Oui. Après cette partie de pêche. La pêche est là. Et la pêche, Je viens de la sortir Bravo du four. Jean-Pierre. est-ce que ça t'arrive de piquer des colères? Parce qu'on t'imagine pas en colère. Rarement quand même. Mais quand j'ai pique, elles sont assez violentes. Mais c'est très très rare, c'est vrai. Mais je dois dire que dans mon travail, je suis assez exigeant. Et en général, dans la vie, vous arrivez à l'heure. Ah oui, toujours. Même avant l'heure. Et vous arrivez à l'heure? J'arrive à l'heure, à mon heure. Je ne suis pas très matinale. Je pars du principe, soit je me lève tôt, soit je suis sympa, tu vois. Mais non, je suis quand même à l'heure, oui, parce que c'est une forme de respect. Angoune, est-ce que je peux avoir ton assiette? Un tout petit peu, Ah, c'est tout petit sympa. peu. Voilà. Voilà. Merci. Oh, quelle jolie assiette. Monsieur, donnez-moi votre assiette, s'il vous plaît. Avec grand soleil. Tu cuisines, Frédéric? Je suis entouré de gens qui cuisinent mieux que moi. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Très bonne dégustation. Merci, monsieur. Ça, c'est
La phrase magique. C'est bon, là. C'est bon, hein? Super bon. Dieu C'est très poisson. bon. Merci. Ouais. C'est Bravo. bon, c'est léger. Si vous le voulez bien, je propose qu'on reprenne le récit de Angoun, qui nous a raconté cette enfance à Jakarta, comment vous sortez un premier album à 9 ans, et puis cette carrière, vous chantez dans des stages jusqu'à 80 000 personnes. Et à un moment donné, vous nous avez raconté que votre papa, il vous fait comprendre que, attention, hein, ne crois pas que t'es arrivé, il y a d'autres endroits où t'es personne, où t'es pas connu. Et ça va tellement vous convaincre que vous décidez de quitter et de prendre un aller simple, et vous allez où du coup? Je suis allée à Londres parce que les Beatles, parce que les Stones. Mon univers musical à l'époque, c'était des Anglais. Mais vous allez où? Vous connaissez qui? Personne. On m'attendait nulle part. Mais j'allais dans n'importe quel pub, dans n'importe quel bar, il y a toujours des annonces. Donc c'est comme ça, j'ai regardé il y a un bassiste, il y a un machin, et puis je demande, tu connais ou pas? Il est bien ou pas? Ouais, je connais, mais je te donne un autre numéro. Enfin, voilà, avec un barman comme ça. Donc, je me lie des amitiés de cette manière. J'ai loué des studios et c'était la première fois où j'ai eu affaire avec de l'argent. Il faut payer les musiciens, les séances en studio. Il faut aller quelque part. Donc, je connaissais pas les métros, etc. Je connaissais rien. Donc, j'allais en taxi. Mais les taxis londoniens, moi, j'avais des roupies indonésiens. Je suis pas riche, en fait. Et puis, donc, j'ai envoyé mes maquettes. Et à chaque fois, c'était à l'époque des Spice Girls, enfin, les girl bands, les boy bands. Et à chaque fois, on me dit, mais c'est super, sauf que tu es pas venu avec des copines ou d'autres. Oui, parce qu'ils veulent monter dans un... Oui, c'est ça, un groupe. Et Beaucoup de rejets, en fait. beaucoup de rejets. Ça, c'est nouveau pour vous. Je ne connaissais pas. Parce qu'en fait, je viens d'un pays où on ne me dit pas non. Vous vous sentez découragé à ce moment-là? Non, ça m'a énervée, en fait. Je me disais que si ça ne se passe pas à Londres, je peux tenter ailleurs. Et je voulais tellement pas soucier mes parents, ou surtout ma mère. Parce qu'à chaque fois, elle voulait savoir si je mange bien, si je suis en bonne santé, etc. Alors que mon père, ça va? T'as bien écrit des chansons? T'as fait combien de chansons? À chaque fois, je me disais, je peux pas rentrer sans avoir une bonne nouvelle pour eux. Donc, c'était ma mission, finalement. Il fallait commencer quelque part. Et donc, je me disais que je veux voir Paris, juste pour voir, comme ça. Et il faisait beau. C'était déjà le sud, hein? Par rapport à Londres, Le sud de Londres. Par rapport à Marseille, un peu moins. Là, quand même. Non, c'est vrai, mais j'avais l'impression que c'était plus simple. Donc, à l'époque, je vivais à la porte de Bagnolet. Je liais des amitiés avec mes voisins, etc. Et il y avait le voisin de l'oncle de mon ex-voisine. Donc, Votre ex-voisine a un oncle. Et dont cet son oncle voisin. a un voisin. Ouais. Son voisin était un agent EDF-GDF qui avait un jour dépanné Florent Pagny. C'est incroyable. C'est énorme. Donc, il lui a donné sa carte. Et en lui disant que si jamais un jour tu as besoin de moi, appelle. Il a utilisé cette carte pour me présenter à Florent. Il avait son bureau à Issy-les-Moulineaux. Je suis venue avec mes cassettes VHS, tous les démos que j'ai fait à Londres. Il les a tous écoutés, tous regardés. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Le fait que vous soyez une star là-bas et que vous Oui, soyez une c'est ça. débutante ici. Exactement. Je parlais pas français. J'ai aucune raison de parler français. J'ai raconté un petit peu mon histoire en anglais, franglais, etc. Et puis, après, il disait, bon, écoute, on va s'occuper de toi. Et lui m'a pris comme ça, sous son aile. Donc, ensemble, nous avons fait un album français. Il s'appelle Au nom de la lune. Et dans cet album, il y avait une chanson qui s'appelle La neige au Sahara. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos camarades que, en fait, vous ne comprenez pas ce que vous dites? Ben non. Parce Ça que vous la chantait neige en au Sahara. phonétique? Oui, c'était en phonétique. On m'expliquait Bien sûr. ce que c'était la chanson, etc. Je comprenais mot par mot, mais comme c'est une chanson très poétique. Et voilà, donc je ne comprenais pas grand-chose. On regarde un petit extrait. On ne peut pas imaginer. Oh là! Si la poussière encore tes rêves de lumière, je serai ta nuit, ton repère. Et si le soleil nous brûle, je prierai qui tu voudras pour
Sahara. Oui, c'est ça. Bah oui. Ah, bravo. Ça vous fait quoi de regarder ça? Vous dites que j'étais un bébé. Oui, j'étais un bébé, puis je bougeais beaucoup. Je faisais tout un tas de trucs. C'est une production. Cette chanson va être un énorme succès. Oui, Ça marche tout de suite. ça a tout de suite marché, oui. Surtout la version anglaise. Il y a 1,5 million d'exemplaires vendus dans 35 pays. Oui. Là, c'est dingue. Ouais. C'est pas juste une carrière en France. Vous dites, en partant de là-bas, je vais peut-être réussir en Angleterre ou en France. Et finalement, c'est pas que la France, c'est... C'était inattendu pour moi. Jamais, enfin, ça a dépassé ce que je voulais. Donc, c'était incroyable. Et la réaction de vos parents, de votre papa notamment, lui qui vous avait lancé une sorte de défi, comment il réagit quand il y a ce succès planétaire? En fait, finalement, il était soulagé. Et fier aussi, quand même. Non? Oui, je pense, oui. Mais c'est drôle parce que c'était un homme de lettres, mais il n'est pas très loquace. On ne disait pas je t'aime, on dit pas. On le montre autrement. C'est culturel aussi, hein. Comment on dit je t'aime en indonésien? Aku cinta kamu. Ouais. Mais ça, je l'ai jamais entendu de la part de mes Mais parents. non, c'est trop compliqué à dire. Hein. T'as raison. Je te le dirai jamais. Hein. Et il a fini par vous dire qu'il était fier de vous? Oui, oh là, ça va être compliqué. Donc, mon père a eu un cancer de poumon. Et puis, je suis rentrée en Indonésie après tout ça et pour le voir. C'est vraiment à ce moment-là. C'était sur son lit. Voilà, de mort qu'il avait dit. Mais en tout cas, moi, je suis très, très contente qu'il ait vu que j'ai fait quelque chose de ma vie et que finalement, il avait raison. Il avait vraiment raison, que j'avais besoin de passer par Londres pour connaître ce que c'est Le refus, le rejet. un refus, le rejet, etc. Et ce qui est fou, c'est que vous avez fait des stades de 80 000 personnes. Et quand vous êtes donc en France, que ça commence à marcher, vous faites la Cigale, c'est 1000 personnes. Et là, comment vous vivez ce concert, ce premier concert avec 1000 personnes qui se déplacent pour vous voir en France? C'était incroyable, parce que la Cigale remplie. Il n'y avait pas que des gens qui sont bruns. Il y avait des blonds, il y avait Ah oui, des... tout le monde n'avait pas les cheveux Oui, noirs. c'est ça. Et pour moi, c'était... Ouais, waouh. Ça veut dire qu'il y avait une espèce de validation. Et je regrettais que mon père n'était pas là, par exemple. Parce que lui, il ne ratait aucun de mes concerts en Indonésie. Il était en coulisses avec moi et ensuite, après, il était dans la salle et j'arrivais toujours à savoir où il était. La manière dont il me dit que ça, c'était bien, il ne va pas me le dire, mais il va me le montrer. Il va faire ça. Mais non! Si. Donc, il s'est gratté le nez avec juste... J'étais invincible. Là, rien de mal pouvait m'arriver parce que j'ai eu l'approbation de mon père et il était content. Ouais. Merci pour sa Ouais. réponse. Et ton poisson, Jean-Pierre. Jean-Pierre, Le poisson. franchement, Je vous resserre, non, vous avez plus faim, vous n'en voulez pas, ça vous a pas plu. Ça vous a pas plu. Mais énormément, c'était excellentissime. mais Et moi, je j'ai des vous remercie. robes à mettre, Bien sûr, Jean-Pierre. On ne soupçonne pas un tel Incroyable, parcours. Hein, c'est incroyable fou. aventure. Ah oui. Incroyable courage. Quitter Merci. son pays où on est vedette et aller vers l'inconnu et à nouveau reconquérir un nouveau pays, c'est... Ouais. Je connais personne qui a fait ça en fait. Ah non, moi non plus. On parle de chansons, mais je sais pas, vous avez envie de chanter pour nous? Avec plaisir. Mais vous allez m'aider aussi? Ah bon? Ah non, mais moi j'adore le concept. C'est vrai? Ah oui, oui. Moi, Parce si qu'elle a chanté pour 80 000 personnes, mais là, elle va chanter pour 3 Ah personnes. non, non, bah, allons-y. On Maintenant? va au piano? Yes! Ah, On yes. fera le dessert après. Allez. Eh, c'était très bon, Jean-Pierre. Merci, c'était Bravo, très bon. t'as assuré. L'entrée était exceptionnelle. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour que tu me dises la même chose. Moi j'ai préféré l'entrée. Pardon? We can be heroes. Just for Alors, qu'est-ce qu'on chante? Alors, une chanson de Michel Berger, Hmm, Quelques mots d'amour. Vous connaissez? Bien sûr. Vous allez m'aider, non? non. Allez, Jean-Pierre. Allez.
Ouais. Je me retourne, tout le monde est là. Il y a ce sentiment bizarre Que je suis seule. parmi tous ses amis et ces filles qui le veulent. Toi, t'es une fille, c'est ça? Quelques Pour mots l'amour, Allez, le refrain. je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires des jours. Je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. C'est un village à 100 à l'heure où les docteurs greffent les cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. Attention. C'est Quelques mots d'amour. Merci. Bravo. Et bonjour. Et bonjour. Comment ça va? Mais Jean-Pierre, on se dit bonjour alors qu'on a fait de la course à pied ce matin. C'est vrai. Et La course à tu traînes un peu hein, quand même, je trouve. Pardon, mais 10 bornes, ça fait du bien. 10 bornes. Moi, ça me Ah ouais décrasse, ça me Tout de décrasse suite bien. Ah ouais. Ah oui, franchement, Voilà, respect. franchement, c'est très très bien. En tout cas, il est très bon ton café, Jean-Pierre. Non, mais ça me fait plaisir. Ah, C'est mais par là? J'ai fait du thé. Oui. Non, il y a mais le café, thé, on va s'en il y a occuper. du- Non, C'est Fred. l'autre. Non, mais et du coup, Jean-Pierre, ça, vous avez jamais eu des périodes de votre vie où vous faisiez du sport? Parce que là, vous faites un Si peu de j'ai fait de la short-shell, là, natation quand j'étais un gamin. D'ailleurs, c'est le seul diplôme que j'ai. Je suis maître nageur sauveteur. C'est vrai? Oui, c'est exact. Waouh. Hier à la pêche, Mais jamais. s'était noyé. J'aurais pu te tu as sauver. enlevé ta chemise. Il y a 20 ou 30 ans, j'aurais pu te sauver. Bon. Mais Et vous, le sport? J'ai fait une émission de danse il y a 1 an et demi. C'était la dernière fois que j'ai fait du sport. Non, mais c'est pas possible. C'est quoi, danser avec les stars? Oui, mais on dansait 8 à 9 heures par jour. Je rentrais à la maison, je rampais à la maison jusqu'à... Ouais, c'est Ça sera bien que tu ça fasses fait. ça. Oui, ça, cette oui, bien émission. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais On non. m'appelle plusieurs fois pour faire des émissions particulières. Ouais, mais... On m'a appelé pour Mask, tu sais, Singer. Masked Singer, oui. Alors, le monsieur m'a dit allô, est-ce que vous êtes seul? Oui, pardon. Est-ce que vous êtes seul? J'ai dit oui. Voilà, ça serait pour vous proposer. J'ai dit écoutez, j'ai travaillé 50 ans, je ne veux pas terminer ma vie en carotte. Ça, c'est pas possible. C'est pas Non, possible. mais Appelez il n'y a pas que appelez les carottes, il y a appelez- navets. Oui, c'est ça, il y a tout. Par contre, passer un dimanche à la campagne, pourquoi pas? Et d'ailleurs, j'allais vous proposer de faire un petit jeu à la fraîche. Quel genre de jeu? Qu'est-ce que c'est comme jeu? Un jeu qui vient de chez vous. Pétanque. Pétanque. Oh, trop bien. Donc il va nous battre. Ah non, c'est ça mon drame. C'est que chaque fois que les gens savent que je suis Marseillais, mais pensent que vous aimez la ils pétanque. pensent que je suis un champion de pétanque. Et Là, il prépare le terrain. Tu verras bien. Bon, quand vous êtes prêts, on y va. Ah bah ouais. Ben, allons-y. Alors, on fait équipe avec qui? Moi, je préfère être avec Jean-Pierre. Ah ouais, tu prends des risques. Hein. Et je joue avec Fred, et si Fred on perd, Ouais. c'est juste la dernière fois qu'on se parle. C'est ça, Oui, c'est ça, le je terrain. sens ça. Waouh. En revanche, si on gagne, tu deviens mon meilleur ami pour la vie. C'est ça. Oh là. Je vous laisse choisir vos boules. Vas-y, prends celle-là, c'est la plus brillante. Merci. C'est parti. Alors, est-ce qu'on va avoir l'accent marseillais? Oui, obligatoire.
Pas mal. Je me place devant. À toi, Angoune. À vous. Comment tu fais, toi? Tu fais ça? Arnaud? Non, je donne pas, mais... Allez, vas-y. Eh, mais arrête! C'est quand je fais ça. Oui! Allez, à nous. Bon, je vire sa boule, j'annonce. Arrête! Sois galant! Oh! Elle est toujours à nous. Merde, elle est toujours Yes. à nous. Oui, pas mal, pas Oui, mal. Fred! Jean-Pierre. Ça va être compliqué. Oh, c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Oh, ça, c'est pas bon, ça. Trop long. Oui. Mais elle est super forte. Mais elle Deux est points pour agaçante. Mais c'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est important de leur donner l'espoir au début. Un point. Je passe un excellent moment. Qu'est-ce que c'est chouette, la pétanque. Parfait. Allez. C'est pas mal. Allez. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. J'ai jamais dégommé de ma vie, mais je sens que là, c'est le jour. Le fait de le dire, ça marchait. Et là, je dégomme la boule comme ça. Ça marche en fait. Bon, c'est énervant, Bon, 3. c'est énervant. 3, donc nous sommes à À 4-3. 4 pour nous. On est repassé devant. Alors, les enfants. Vas-y, Jean-Pierre. Oh, mais non, Pierre, la classe. Je commence à me réveiller. Rien faire, je tente la dégomme. Enlève-la. Hein? Enlève. Nous avons 2 points. Oui. On est à égalité, là. Bah, il y a 5-5. Donc, on joue tout sur celle-là. Hein. Ouais. Bien. Oh, ça part bien, ça part très, bien. Très joli. Ou la suivante. Très joli. Pas mal. Non. Non, moins que nous. Passer dessus, ça n'existe presque, pas. Presque. Mais c'est impossible. Je l'ai visé, elle est passée dessus. Dégommage deuxième. Oui. Quelle escroquerie. Ah non, mais ça va être difficile, là, Jean-Pierre. Oui! Oh non! Mais non. Il me reste 2 boules, non. Il en reste une. Attends, ça- C'est trop beau! Allez-y, montrez-nous. Je rappelle que celui qui gagne cette partie gagne. Merci. Merde, je remets Merci. Mais sur de merde. Mais vaut mieux qu'on arrête, non? Non. Allez. Mais Voilà, un en plus. Tranquillou, Et elle en met une. Ça Et la dernière. Et voilà. Et la partie là, de combien toutes les parties. Ouh! Allez, on est des Attends, bons mais perdants. franchement, Jean-Pierre. Félicitations. Bravo. Ah, finalement, j'aime beaucoup jouer la pétanque. Mais je fais des stades de 80 000 personnes. Ah non, Je joue pour la première fois. Vous êtes À la talent, pétanque, moi. je gagne. M'énerve. Bon, magnifique. Magnifique. Bravo. c'était super. cette C'était partie. très Bravo, agréable. C'était bravo. vraiment une belle idée. Ah, de... c'est une belle journée. Ça me rend fou, Fred. Ouais. Mais oui, C'est intéressant. C'est quoi ce truc de mauvais perdant hein? je suis pas mauvais perdant, mais j'aime pas perdre. Et l'essentiel, c'est de participer. Ben disait non, Pierre. l'esprit Coubertin, non. Est-ce que Bon, j'ai fait ça à la va-vite, hein, les amis. hein. je sais plus où je suis. Quel talent. Un peu de beurre. Du sel. Je me suis permis de faire des œufs brouillés, parce que je me suis dit que tout le monde... Non. Super idée. Je me suis dit que tout le monde mangeait des œufs brouillés Alors. au brunch. Tu veux que je te serve un œuf? Ouais, vous êtes bon, ça, vous êtes Je te remis de sers notre aussi ou pas Volontiers. Ouais, petite défaite. On a été cool en vérité. t'inquiète. Je Je gère. J'aimerais bien qu'on ne reparle pas de cette partie de pétanque. On n'est pas bien. Je suis là. désolée. Franchement. Pas Ah bien. oui, une Merci. victoire à la pétanque. Une victoire à la un pétanque. brunch. Tu crois qu'il va garder les œufs que pour lui, le Ah non, perdant alors J'ai- les œufs. J'ai comme je l'ai- l'impression que... Ah oui, ça, il voulait pas vous donner Là, de- on a parce que vous avez définitivement gagné. basculé dans l'animosité entre Jean-Pierre et moi. Très bien. Merci. Alors, dans le récit de l'histoire de Arnaud de sa mère, il s'est avoué sur le tard qu'il voulait faire de la scène. Ensuite, forcément, ça marche pas tout de suite. Il avait été choisi au casting de scène de ménage. Et puis, au dernier moment, vous êtes éjecté parce que ça ressemble trop à un gars une fille. Ouais. Et il y a souvent un tant mieux dans un tant pis, dans la vie et dans une carrière. Et après ça, votre vie va basculer. Quelques mois après, je reçois un coup de fil de Laurent Ruquier en personne qui me dit au téléphone, j'ai lancé une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. Et j'avais entendu parler de cette émission, elle venait de débuter. Je savais que c'était une émission avec des jurés qui donnaient des notes à des artistes. Et Laurent me propose et je me lance dans l'émission. Et
Et l'aventure va durer 3 ans. Et vous imposez votre style d'humour, l'absurde. Est-ce que c'est tout de suite? C'est-à-dire vous avez votre signature tout de suite quand vous arrivez? Oui, parce que je ne sais écrire que de l'humour absurde. Il y a un sketch à vous qui est célèbre, c'était la salade. C'est un sketch où je fais parler des légumes et des fruits. Et j'arrive aux répétitions et ils n'ont pas les légumes et les fruits. Et on me dit, fais ta répétition, ça viendra après, quoi. Les accessoires viendront après. Mais fais ta répétition. Et donc je suis sur une table vide, devant des cadreurs effarés. Je sens le malaise et je joue sans rien dans les mains et je fais des jeux de mots et je remonte en loge et je me dis mais merde, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai écrit? Allez, on est dans l'extrait, on est au milieu du sketch. Oh, oh, oh! V'là les poulets, on se casse! Oh! 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 Mon Dieu! Mais c'est une scène de crime! Hé, la salade! Qu'est-ce que vous faites là? Non, 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 je vous jure que c'est pas moi, c'est ça! Allez, au commissariat! Allez, on vous embarque! C'est con! Installe-toi et écoute-moi bien, t'as intérêt de me dire toute la vérité. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. C'est débile, hein? Les accessoires, vous les découvrez au moment du sketch? Oui, oui, oui. Je demande, ok, bah, vous me mettrez les fruits et les légumes par ordre d'apparition à l'écran, de gauche à droite. Et puis, ben, démerde-toi, quoi. Et du coup, ça va changer beaucoup. Ah bah là, c'est vraiment une tornade, en fait. Dans cette aventure, donc à la télévision avec Laurent Ruquier, vous allez faire une rencontre déterminante aussi. Ouais. Jérémy Ferrari, qui devient mon ami. Tout nous oppose. Parcours de vie, humour. Et je ne sais pas pourquoi, dans les coulisses de cette émission, on devient les meilleurs amis du monde. Et cette complicité naissante, cette amitié, on la met un jour en scène dans un sketch, en duo tous les deux. Et le sketch cartonne auprès du public. Et dans ce duo, on met en scène cette espèce de rivalité et d'animosité un peu... On joue un peu à ça avec Jean-Pierre depuis 24 heures. Mais nous, on le pousse à l'extrême, quoi. Et ce qui est fou, c'est que à la suite de tout ça, vous serez chroniqueur à la radio, à la télévision, chez Michel Drucker, dans votre vie perso, la naissance d'un enfant. Oui. Et donc on a l'impression que tout va bien. Et la vie est ainsi faite que même quand on croit que tout va bien, c'est peut-être dans ces moments-là où on peut chuter. Ouais, c'est... Je suis je passe de l'homme le plus heureux du monde à une dépression en quelques semaines parce que moi je voulais faire grandir mon fils avec cette femme que j'aime tant, et puis je vis ce divorce de manière très douloureuse, et au moment où je commence un peu à sortir la tête de l'eau, à me remettre de l'uppercut que je viens de prendre dans la gueule, ma mère m'appelle, me dit tiens, ton père a une tache dans le ventre, voilà, et 6 mois après il est plus là, quoi. Donc là, en 6 mois, je perds la vision de la famille que j'avais, je perds l'homme de ma vie. Tout devient futile, en fait. J'ai pas envie d'écrire un sketch, j'ai pas envie de... Donc perte de sens. Ah ouais. Et donc en 2019, je prends la décision quelques mois après le décès de mon père, je prends la décision d'arrêter le métier. Dans votre esprit, là, c'est pour l'instant ou c'est définitif à ce moment-là? Non, c'est définitif. Et je me dis, je suis passionné de sport, je vais travailler dans le domaine du sport. Et c'est ce que j'annonce à Jérémy. Et il me dit, non, tu vas pas faire ça du tout. Tu vas pas du tout faire ça. Il dit, t'es sur scène, tu es excellent, t'es un super acteur. Ça fait du bien. Même en dépression, ça fait du bien à entendre. Ouais, tu te redresses et tu te dis, peut-être qu'il a pas tort. Ouais, il a peut-être pas tort. Et là, il a ce truc de me dire, ce que tu vis là, c'est une matière incroyable pour en écrire un spectacle. Et je commence à écrire. Et c'est le début du spectacle que vous allez appeler, que j'ai appelé 2 mariages et un enterrement. parce qu'en 4 ans, je me suis marié 2 fois, j'ai divorcé 2 fois et perdu mon papa. Et là, il y a un enchaînement de choses formidables. Le spectacle fonctionne, Canal+ achète le spectacle. Je vis une période professionnelle folle alors que je voulais arrêter, quoi. Quand vous vouliez arrêter, vous ne saviez pas que vous alliez jouer Cyrano de Bergerac. Non.
Pourquoi ce personnage était si important pour vous? J'ai joué dans une adaptation de Cyrano de Bergerac au théâtre il y a 20 ans. J'ai toujours avancé dans ce métier, dans un coin de ma tête, en me disant je jouerai un jour Cyrano, et j'ai avancé dans ce métier avec l'amour de ce texte que je partageais beaucoup avec mon père. Et, il aimait aussi cette pièce? Ah ouais, il était fou de Cyrano. Juste avant de partir, en fait, mon père, je me souviens, hein, il était sur son lit à l'hôpital. Et il me dit, ce serait bien que tu refasses du théâtre. T'étais tellement bien au théâtre. Et puis si tu peux faire Cyrano. Alors, évidemment, quand le projet est né, il y a cette dimension au père qui est là, quoi. Et c'est en ce moment, donc au théâtre Montparnasse, jusqu'au 15 décembre pour l'instant. Oui, on va dire début janvier, parce que... Et on regarde un petit extrait que vous avez posté sur vos réseaux. On voit un peu les coulisses du maquillage. La transformation. Oh, c'est marrant, t'as les sens qui sont un peu perturbés là, je t'avoue. Et quand tu vas en mettre sur le nez, je ferai des bulles avec le nez. Ouais, c'était intimidant, ça. C'est pour la création du nez, ils sont obligés de mouler le visage. Il y a un moment où tu pourras parler, tu vas sentir le masque qui se décolle petit à petit. Ça va? Tu me dis si c'est bon, sinon on recommence. Hein. C'est parfait, c'est parfait. Il est pas mal le nez comme ça, son vrai nez. C'est très bien de partir sur le nez de Cyrano. Disproportionné, mais qui soit complètement cohérent avec la géométrie du visage. Quelque chose de proéminent, mais il n'est pas monstrueux. Bon, en ce moment, les planètes sont bien alignées, donc au théâtre Montparnasse, Cyrano. Ouais. Et puis tout 2025, le trio qui remonte sur scène, Baptiste Le Caplin, Jérémy Ferrari et vous. Ouais. C'est un spectacle, c'est pas des extraits de nos one-man shows, c'est vraiment un spectacle à 3. Et 250 000 places vendues avant même que ça commence. Et c'est quelque chose de réconfortant, ça, non? Oui. Quand on a ouvert la billetterie, on savait qu'il y avait une attente du public, mais à ce point-là, on a été choqués. On a vendu plus d'un an avant 200 000 billets. On fait 8 zéniths à Paris, ça n'a aucun sens, mais... Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais voilà. Bravo. Donc, je suis plus heureux. Bon, merci beaucoup Arnaud. On a raconté ce parcours. La vie est une somme d'expériences. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris? Quand tu es sincère, travailleur, aujourd'hui, ça payera demain, ça payera dans un mois, dans un an. Ce soir, couche-toi en étant fier de ça. Cette philosophie, c'est venu après le moment difficile, la dépression? Oui, et la vie m'a montré que demain, il pouvait se passer un grand bonheur, un grand malheur. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser à la précarité de cet emploi. On se dit peut-être que demain, ça va s'arrêter. Ouais. Et c'est en quelque sorte notre moteur. Hein. Ouais. Moi, je me souviens au début, j'allais angoissé dans le sas du studio d'Europe 1 en 67, voir s'il était au tableau de service de la semaine qui suivait. Et ça a été comme ça pendant des mois et pendant des années. Et si jamais le public ne venait plus... Mais c'est un formidable moteur. C'est un moteur exceptionnel. Mais bien sûr. C'est ce qui nous fait avancer, je crois. Bien sûr. Je demandais à vos camarades ce qu'ils vont raconter en rentrant, parce qu'ils vous avaient croisé, comme on dit dans ce métier. Mais là, j'ai l'impression qu'ils vous connaissent un peu plus. Donc, quand vous allez rentrer, on va dire, alors, il est comment Arnaud de sa mère? Vous allez dire quoi de lui? C'est marrant, ça. Tu ne triches pas. Et justement, cette attitude paye, finalement. Disons que je ne sais pas faire autrement, quoi. Oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est une manière de... Vous, Jean-Pierre, quand vous rentrez à la maison, vous direz quoi? Volontaire, courageux et déterminé. Tu ne te dis pas, ça n'est pas pour moi. Hein? Non. Voilà. Merci beaucoup. Ça vous va? Ouais, ça... Tu oui, prends? Je prends. Oui, je prends. Ouais. Alors, on a raconté que Angoune a grandi en Indonésie, qu'à déjà à 9 ans, elle sort un premier album. Entre 9 et 19 ans, c'est énorme le succès. On a parlé de ces stades avec 80 000 personnes, ça paraît difficile d'imaginer. Et qu'à un moment donné, son papa lui dit, mais va voir ailleurs. Elle part en Angleterre, elle vit le rejet pour la première fois. Elle arrive en France et il y a quelqu'un de l'EDF qui est le voisin d'un cousin de je sais pas quoi, qui a donc dépanné Florent Pagny. C'est fou la vie. Et du coup, il accepte d'écouter toutes vos maquettes et il dit, viens, suis-moi. Et là, premier album, déjà des tubes. Et à ce moment-là, on l'a dit, vous chantez même en anglais un peu partout dans le monde. Vous avez chanté pour 3 papes aujourd'hui. J'ai chanté pour Jean-Paul II la première fois. Quel contexte? C'était pour Concerto di Natale, le concert qui est donné par le Vatican pour Noël. J'ai rencontré le pape. C'était quand même un moment assez incroyable parce que c'est un des représentants de Dieu sur terre
Et ce n'est qu'un homme. Et on sentait tous ces poids. La charge. Oui, c'était le pape le plus aimé, le plus connu. C'était le pape des jeunes. Voilà. Donc et ce qui était étonnant aussi, pardon, c'est que vous avez été dans une école catholique, mais votre famille est musulmane. C'est ça. Pour le Vatican, c'était un message de tolérance. Et depuis, j'ai chanté plusieurs fois, donc 5-6 fois. J'ai rencontré le pape François. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent raconter une rencontre avec les papes. Je peux raconter ma rencontre, car j'ai rencontré aussi le pape. Lequel Jean-Paul II. Et là, dans sa résidence d'été, nous étions 10 personnes assises à côté du Saint-Père pour assister à un concert. Moi, je me disais, mais je rêve, c'est pas possible. Je mesure, comme toi, la grâce qui nous a été faite de le rencontrer. J'ai dit, ma mère est polonaise, oh, elle m'a serré la main. Ma femme a dit, mon père est polonais, oh, elle m'a serré la main. Je me disais, mais c'est pas possible, je rêve. Non, mais c'est vrai. Vous l'avez pas fait à lui, ça? Non, comment ça va, Gary? Oh, ça va, jeune? Tu fais un gâté. Mais je repense à cette petite fille, encore une fois, qui vient d'un milieu modeste. Et vous retrouvez presque naturellement porte-parole de l'ONU. La première fois, c'était en 2015. J'étais porte-parole du microcrédit. On prête de l'argent aux plus démunis. Ça m'a touchée lorsqu'on m'a parlé de ce programme. Et voilà, donc j'ai fait partie des porte-paroles de 2015 jusqu'en 2019. Ça vous a fait rencontrer des gens sympas. Ah oui. Là, on voit en photo Ban avec Ki-moon. Bill Clinton. Bill Clinton, bien sûr. Vous avez rencontré Barack Obama aussi. Oui, Barack C'était Obama. en Indonésie. Exactement. C'était comme un rockstar. C'était un superstar. Il avait quelque chose de très magnétique. Il vous a parlé de vous? De mes chaussures. Oui, il disait que si Michel avait vu, elle aurait aimé avoir ses chaussures. Donc c'est drôle parce qu'il gère les grands problèmes de ce monde, mais il garde comme ça. Il va à l'essentiel quand même. Nous, on ne peut pas lutter. 3 papes, Bill Clinton, Non, Obama. mais c'est... Vous savez qu'on dit souvent qu'on est à 6 personnes de quelqu'un. Donc on est à 1 personne de Barack Obama. Je suis qu'à contact. Avec Angoun, on est à 1 personne de toute la terre de entière. tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Non, je n'ai jamais rencontré Dalai Lama. Alors justement. Eh bien, le voici. Et alors là, vous allez jouer dans un long métrage en Indonésie. Ça va être ma première expérience de cinéma. Je joue un chaman, quelqu'un qui est très possédé et puis qui, voilà, je suis en plein dedans. Ça me fait peur parce que c'est très excitant, parce que c'est quelque chose de nouvel. Si on regarde ton parcours, a priori, ça devrait être un Oscar. Enfin, ouais, c'est logiquement. Non, mais en toute logique, Angoun, bien sûr, Angoun qui bien essaye sûr, un truc. Remy parle de Dalai Lama. La chanson 80 000 personnes à 9 ans. Monsieur. La pétanque. Un triomphe. Elle a jamais touché des boules, elle triomphe. Donc là, c'est un Oscar. Alors justement, vous nous avez raconté plein d'expériences. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Ouf. Qu'il ne faut pas avoir peur, finalement. Et c'est surtout notre peur qui est notre ennemi. Il ne faut pas avoir peur de changer de pays, d'être ridicule en parlant une nouvelle langue, d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre et puis d'essayer des choses nouvelles. Et vous avez une super légitimité pour dire ça. Bravo. Merci. Merci. C'est vrai qu'Angoun, moi j'ai l'image de cette chanteuse sensuelle, avec cette voix. Puis là, ça fait 24 heures qu'elle parle, et je vois cette femme courageuse, tout à coup d'avoir du succès et de tout remettre en question et de t'adapter tout à coup à un statut d'inconnu. Merci. Mais non, mais... Oh là là. Pas mieux. Moi, je me connais. Je n'aurais jamais quitté l'Indonésie. Je suis heureux d'être là-bas. Vous avez déjà eu du mal à quitter Marseille. Jamais j'aurais eu ton courage, ta force, ton tempérament pour te lancer dans toutes ces aventures. Bravo. Bravo, bravo. Ah non, mais là, ce week-end, je vais sortir, je vais marcher différemment. Je pense que même mes cheveux sourient. Tu marches même différemment. C'est ça qui c'est gênant. Mes cheveux vont sourire. Jean-Pierre Foucault, on a raconté l'histoire de ce petit garçon qui grandit à Marseille, qui rêve en écoutant la radio. Et finalement, un concours, il est pris
à RMC, RTL, il revient à RMC, il fait une carrière incroyable. La télévision, c'est Guy Lux qui vous donne finalement votre chance, la télévision. Et puis, à un moment donné, il se passe un truc en France, c'est qu'il y a Berlusconi qui ouvre une chaîne privée. Tous les animateurs phares de l'époque sont demandés sur cette chaîne, et pas vous. Comment vous le vivez à ce moment-là? Mal. Le train de la 5, moi j'étais sur le quai, il est passé devant moi, il s'est pas arrêté. Et je comprenais pas pourquoi, et je le dois à une personne dont je vais taire le nom, qui a dit non, pas ce ringard. Je la remercie, je lui dois ma carrière. Pourquoi vous dites ça d'ailleurs? Parce que Étienne Moujotte, pour le rachat de TF1, finalement est parti avec Francis Bouygues, et m'a appelé, puisque je le connaissais, j'étais le seul disponible sur le marché. Il n'y a pas d'idée d'émission encore? Aucune. Je pars faire ma 783e cure pour perdre mon 688 millième kilo. Et Moujotte m'appelle et me dit, je t'envoie un type que tu connais peut-être, Louvain. Je dis, oui, Louvain. Louvain vient et devant un jus de carottes, à Biarritz, en cure, on invente Sacrée Soirée. On dit, quelle est l'émission de télé qu'on aimerait voir? On aimerait surprendre, on aimerait mieux connaître les artistes que l'on reçoit, aller derrière la façade de l'artiste, ce que nous faisons ici depuis 24 heures, et nous avons inventé Sacrée Soirée. C'était en direct? En direct, avec 10 millions de téléspectateurs. C'était donc Combien de millions? 10 millions. Ah oui, on fait plus ce genre de score. Ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette aventure, c'est que dès que nous avions une idée, la chaîne nous disait oui. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite dans la création et bien entendu pas de limite financière. C'est pour ça que les Françaises et les Français nous ont fait confiance pendant 7 ans. Rappel, parce que c'est notre inconscient collectif. Bien sûr. Qui veut gagner des millions? Comment ça arrive dans votre vie? Virginie, ma fille, donc, était aux États-Unis. Et elle voit aux États-Unis Who Wants to be a Millionaire, présenté par Regis Philbin, un animateur avec un costume fait en dollars, en billets de dollars, etc. Et je vois Étienne Moujotte, qui était donc le patron de TF1, il me dit, oh, tu sais, les rapports entre les Français et l'argent est compliqué. Oui, j'avais entendu parler de ce jeu, mais non. 2 ans et demi passent. J'étais à Nice, je me souviens, je déjeunais avec des copains, mon téléphone sonne. Jean-Pierre, c'est Étienne. Salut Étienne. J'ai acheté le jeu, c'est bon, tu le fais. Et ça a été un succès phénoménal. Phénoménal. Et pourtant, la veille, la une de Libé, c'était honte à la téléfric. C'était pas le fric qu'on retenait dans Qui veut gagner des millions. C'était la culture générale, c'était un jeu familial où tout le monde avait une idée. Et au bout du bout, où tout le monde avait la bonne réponse, puisque l'inventeur du jeu avait eu l'idée non seulement de supprimer le chronomètre, de mettre une musique extraordinaire, et surtout, il a décidé de mettre la réponse sous vos yeux. Et après, ben voilà, donc il y a toutes les astuces que m'a donné le créateur du jeu pour en faire à chaque fois une véritable dramatique. Et c'est vrai que le fait de... Le suspense. Voilà, ça c'est tout. Et ça a été une aventure extraordinaire. C'était sympa pour tous les autres jeux qui offrent un dictionnaire. Hein. et du coup, Miss France, ça fait 30 ans que vous incarnez ça. Je vais fêter mes 30 ans là. Et donc c'est l'émission la plus regardée de la télévision. Et là, il y a des jeunes filles dont vous savez que leur destin va changer. Ouais. Quand l'huissier Gérald Simonin m'apporte l'enveloppe cachetée, je décachette l'enveloppe avant de la remettre au président ou à la présidente du jury, je tire un peu et je sais laquelle des deux... Hein, et il ne faut pas la regarder. Non, va avoir une vie totalement transformée. Grâce à toi. Uniquement grâce à moi. Uniquement grâce à moi. Je te remercie. On aurait pu penser que vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie. Et pourtant, quelqu'un un jour vous a dit, j'aimerais vous voir jouer la comédie. Voilà. Sur France 3, sur Meurtre, sur la Côte Bleue, qu'on va voir dans quelques semaines. Vous avez dit oui tout de suite? Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui. Parce que les problèmes ont commencé après. C'est-à-dire Je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette en route un muscle qui n'avait pas fonctionné depuis des décennies. Le muscle s'appelle mémoire. La mémoire. La nuit, ma femme me disait, mais t'es réveillé, tu parles à qui? Je dis, je ne parle pas, je répète. Je ne parle pas, j'apprends par cœur, etc. Et donc, petit à petit, je m'y suis mis. On regarde un petit extrait. Non. Mais si. Bonjour Marc. Chloé, qu'est-ce qui se passe, c'est Diego? Non, il ne s'agit pas de Diego cette fois-ci. Il s'agit d'Elisabeth. Comment ça, je comprends pas? Venez. Il est bon, hein? Le fait qu'on a retrouvé son corps de Fabien Marveuil appartient à Elisabeth. Il semblerait qu'elle soit de retour. C'est pas possible. Il y a forcément une erreur. Les analyses ADN sont catégoriques.
puisque je vous dis qu'elle est partie et qu'elle nous a abandonnés. Cette fois-ci, il n'y a absolument aucun doute. Bravo. Bravo. Oh, je sais Ouais, pas. Jean-Pierre. J'ai horreur de me regarder, y compris à la télévision. Vous aimez vous regarder? Moi, j'aime pas regarder Jean-Pierre, mais moi... non, j'aime pas ça non plus. Bon, Meurtre sur la Côte Bleue, Voilà. très bientôt sur France 3. Jean-Pierre, vous nous avez raconté plein d'expériences de votre vie. Qu'est-ce que votre vie nous dit? Qu'est-ce que ça nous raconte finalement? La vie raconte que, quelles que soient les circonstances, il faut continuer. Il faut aller de l'avant. Moi, j'ai été perdu plusieurs fois dans ma vie, et des personnes qui m'ont tendu la main, et j'ai pu continuer. Ne jamais désespérer. C'est le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes qui veulent réussir. La réussite, elle n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Il faut travailler. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Nous donnons l'illusion dans nos métiers de la facilité. Bien sûr. Mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile d'écrire un sketch. Ça n'est pas facile de produire une émission. Ça n'est pas facile de réunir 80 000 personnes à Jakarta. Mais si nous pouvons donner cette illusion de facilité, c'est que nous aurons réussi dans notre vie professionnelle. Merci Jean-Pierre. Merci. Bravo. En fait, tu m'émeus. Voilà. Là, on a passé un week-end avec un monument quand même. C'est un monument. Mais c'est vrai. Mais en même temps, il y a cette proximité. J'ai l'impression que tu es un petit peu l'oncle de tout le monde. Ah, c'est gentil. Et tout à l'heure, quand on regardait un petit peu d'extraits de Meurtre, il y a un truc, c'est que, bon, tu joues un personnage, mais ta voix. On la reconnaît parmi les Oui. ouais. Et c'est quelque chose de très rassurant. Tu es membre de la famille des Français. Et moi, j'en fais partie. Voilà, c'est ça. Non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, mais j'ai découvert que ce que tu fais aujourd'hui, c'est un rêve depuis tout petit. Alors, tu as suivi ton rêve avec passion, sincérité. Et moi, ce sont des valeurs qui me touchent tellement. Finalement, je te trouve très sympathique. N'est-ce pas? Et comment ça se passe? Vous arrivez à recevoir les compliments? Difficilement. Ouais, Regarde la tête, encore même aujourd'hui. Difficilement, mais je le prends parce qu'on vient de vivre donc ce week-end à la campagne. Nous nous sommes découverts les uns les autres. On soulève le voile et parfois il a fallu attendre longtemps pour le faire. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans le quotidien des Françaises et des Français et c'est la première fois qu'on lève le voile. Merci. Ah, merci, cette confiance. Et on a plein de souvenirs dans la tête, bien sûr, mais il y en a un qui est à l'image. Hein. Cette pêche miraculeuse. J'adore. Superbe. Un petit mot souvenir? Ah oui. On n'a rien attrapé. Tu nous laisses un peu de place. Ouais. Je vous laisse un peu de place, t'inquiète pas. On part à la quête du bonheur alors qu'il suffit de le pêcher. Bravo. Ah là là. Ouais. Et voilà. Les paroles s'envolent, mais les émotions et les souvenirs restent. Si tu fais une allusion à la partie de pétanque. Au bout de la leçon, des souvenirs, l'amitié et un week-end à la campagne mémorable. Oh, si. Trop bien. Pardon. Je crois qu'il écrit la même chose à chaque émission. Ouais, je crois. On avait dit ça. C'est très déceptif. Ah ouais. Vache, c'est un roman. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Alors, j'ai été touché par votre générosité, à tous les trois, votre humilité et votre douceur. Un sacré week-end, j'ai pas pu m'empêcher. Un sacré week-end. Et, pardon, c'est votre dernier mot? J'ai pas fait. Je vous laisse récupérer vos bagages. D'accord. Eh bien, il faut partir vraiment. Alors, allons-y. Merci. merci pour ce Merci week-end. Frédéric. Merci à vous. Merci à vous. On va vite Et puis je finirai de débarrasser pendant que vous récupérez vos bagages. Eh ben voilà. Un petit cadeau avant de partir. Vous pourrez mettre sur votre télé. Oh, génial. Mais quelle rapidité. Mais quand est-ce que t'as fait ça? Bam, 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 le temps que vous fassiez les bagages. Génial. Oh, c'est Vous fou. partez avec la photo de Platini. Mais ouais, la photo de Platini. C'est un très beau set. Tu as deux cadeaux, toi. Ouais.
C'est magnifique. Merci beaucoup. Et merci. Merci Fred. Merci. Mouah. Mouah. Merci Fred. C'est triste de partir. On vient vous Au voir revoir la dans maison. Cyrano. Ah oui. Merci. Salut. À bientôt. C'était un plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Merci. Salut Pico. C'était génial. Oh là là, j'ai cru que ça finirait jamais. Ciao, Faut toujours finir sur une blague à la con. Salut. Bye bye.